va à tous? Bonjour. Veuillez vous connecter et partager. Bonjour Irène, comment vas-tu? Irène qui est officiellement mon faux profil. Bonjour, bonjour. Enfin bonjour chez toi, je crois que c'est à l'après-midi. Je crois que c'est le début d'après-midi chez toi. Nous c'est la matinée, les bouchons parisiens pour aller travailler et tout. Ah putain. Donc on a tous appris, on vient de m'appeler là pour m'apprendre une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est un très mauvais jour. Bonjour Allo. Je passe au Mans toutes les semaines en fait. Je passe au Mans toutes les semaines. Oui, j'ai plutôt très bien dormi, mais c'est plutôt le réveil qui est brutal là. C'est-à-dire que on m'a appelé là il y a, quelques secondes, quelques minutes, j'ai envie de dire, pour m'annoncer un décès. Donc comme je suis dans les bouchons, j'ai profité pour aller regarder sur Facebook. J'ai constaté que c'était avéré. Et moi, je me disais que c'est un peu l'occasion de s'interroger sur ces morts inutiles. Pour lesquelles, à l'origine, quand on a décidé de vouloir se battre pour le Cameroun, c'est pour ça qu'on s'est battu. Certains, je connais des gens qui sont entrés dans l'activisme parce qu'ils ont vu Kouma Tekel mourir comme une vache devant un hôpital de son pays. On a trouvé ça inacceptable. C'est des moments où, normalement, tout Camerounais devrait laisser ses clivages politiques et être juste un être humain. C'est à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire, ce matin, il ne s'agit pas d'être du MRC, il ne s'agit pas d'être du RDPC, il ne s'agit pas de trouver un moyen pour imputer cela au RDPC ou je ne sais pas trop, ou avoir des thèses complotistes. Vous savez que je ne baigne pas là-dedans. Moi, je suis un cartésien. L'erreur médicale est l'apanage de ce pays. Pour moi, le suspect principal, c'est l'erreur médicale jusqu'à ce qu'il y ait preuve qu'il y ait une volonté délibérée de tuer cette personne. Je ne vois pas pourquoi, parce que je pense que moi, ça m'amuse souvent les personnes qui disent qu'on a fait le complot pour tuer quelqu'un. Le régime, s'il veut tuer quelqu'un, il le colle une balle dans la tête. Il faut arrêter. Moi, je vais vous dire une chose. Biya est dans un pays où il a tous les droits, il est totalitaire. Pensez vraiment que si Biya veut tuer Charles Ateba Aîné, il va simuler une maladie? On est dans un pays où il y a des agresseurs, il y a des gangsters. On peut te tuer, on peut te coller une balle dans la tête et faire passer ça pour un assassinat par un gangster. Voilà. On peut faire ça par un gang. Donc il y a des gens qui sont tués chez eux. Je connais des gens qui ont été tués chez eux pour rien. Juste par des personnes qui en voulaient juste à leur fortune. Des personnes qui voulaient juste se récupérer leur pognon. Donc, moi, je ne veux pas des thèses complotistes. Ce n'est pas l'apanage de mon direct. Donc, ne venez pas ici essayer de vouloir exploiter ça contre... voilà. Il y a suffisamment de choses qui vont mal dans ce pays. Je vous dis, quand il y a des situations comme ça, la question, ce n'est pas qui est du MRC, qui est du RDPC, qui est de l'opposition. Là, il s'agit d'un être humain. Là, il s'agit d'un être humain qui meurt dans des conditions quand même qui interrogent. Comment se fait-il qu'on survit à un accident avec le bras cassé? Moi, j'ai lu une interview, quelqu'un qui l'a appelé. J'ai vu quelqu'un qui l'a appelé récemment
de l'hôpital, il avait des nouvelles plutôt rassurantes. Quand on l'a ramené à Yaoundé, bras fracturés, donc il était rassurant sur l'état, sur la limite, sur la limite des dégâts, sur le fait que les dégâts sont assez limités, sur le fait que les dégâts dus à cet accident sont assez limités. Il était plutôt rassurant. Voilà. Moi, je prends ma voiture ce matin, je suis en train d'aller au boulot, on m'appelle pour me dire qu'il est mort. C'est possible. Quand quelqu'un qui a eu qu'un bras cassé, qui a survécu à un accident est mort à l'hôpital, on m'explique qu'il y a eu une histoire. M'explique qu'il y a une histoire d'anesthésie qui n'a pas marché, une anesthésie générale. Je sais pas, hein, pour l'instant je me contente de ce qui est écrit, mais comment se fait-il qu'on anesthésie quelqu'un totalement, de façon, comment se fait-il qu'on pratique une anesthésie générale pour une fracture? Quelqu'un qui s'est cassé le bras, un truc comme ça. Je sais pas, moi. Honnêtement, j'avoue, je n'ai pas toutes les informations sur... Je me suis pas intéressé plus que ça. Quand on m'a dit qu'il avait que le bras cassé, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il avait. J'ai pas lu plus que ça. Donc peut-être que après, il y a eu un autre relevé médical qui a dévoilé autre chose dont je ne suis pas au courant. Donc informez-moi. Mais la dernière information que j'avais, c'est qu'il avait le bras cassé. Et pourquoi on anesthésie quelqu'un, il meurt? C'est qu'on a pratiqué une anesthésie générale? Non, je sais pas, les médecins qui sont là, expliquez-moi, je comprends pas. Parce que moi, j'essaie de comprendre, il faut expliquer aux Camerounais comment on en arrive au fait que quelqu'un s'extrait d'un accident avec le bras cassé et il meurt à l'hôpital. Je sais pas s'il avait que le bras cassé, j'ai le sentiment ce matin qu'il serait rentré chez lui tranquillement, il serait allé voir un guérisseur du village, peut-être qu'il serait en vie. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. C'est pour ça que je dis, je me garde de trop aller dans les conclusions parce que il est possible, voilà. Je vois déjà quelqu'un, Cédric Bidge, qui dit on l'a tué, reste avec tes raisonnements à la con. Donc je vais te dégager avec justement ton commentaire à la con. Et je te précise que si tu avais fait 20 commentaires par le passé, tu disparais. Je vous explique une chose, hein. Quand vous êtes bloqué d'une page, vous disparaissez avec tous vos commentaires. Ça veut dire en fait que si vous avez passé 4 heures à commenter, à la minute où on vous bloque, donc vos commentaires ne seront plus lisibles par personne. Donc ça ne sert à rien de venir commenter débilement. Vous êtes en train de m'expliquer que c'est un raisonnement à la con de m'interroger. Ça veut dire que le Cameroun donc que vous voulez demain, c'est un Cameroun où on ne raisonne pas, où on se lève un matin pour entendre une accusation. Mais je vous rappelle quand même que vous avez votre candidat qui en janvier 2019 a été arrêté, a fait l'objet d'une arrestation, au motif qu'il complotait avec la base qui a cassé l'ambassade. Lorsque vous vouliez vous expliquer qu'il n'y avait pas de lien entre les deux, on vous demandait de rester à distance et vos raisonnements à la con. Et vous venez appliquer les mêmes choses. Venez appliquer les mêmes choses. Ça vous arrangerait tellement qu'on l'ait tué. Mais on qui? Dans ces cas, dites qui l'a tué. J'imagine que quand vous dites on, ça veut dire bien l'a tué. Vous voyez? On est sorti de l'aspect humain, on est déjà dans les partisans politiques. Son corps est encore tout chaud. La dépouille de cet homme est encore tout chaud. Franchement, vous devriez avoir honte. Et c'est vous qui venez souvent sur Internet me donner des leçons de morale, des leçons de tenue, des leçons de considération. Regardez les gens qui me moralisent souvent sur Internet. Vous êtes à vomir, vous êtes abject. J'ai fait même un direct où je ne veux même pas sortir de mes gongs. Je veux rester dans l'interrogation. Je veux rester dans la réflexion, dans l'analyse. Comment on peut tirer les conséquences de ce qui s'est passé? Quelqu'un vient me dire que c'est un raisonnement à la con, on l'a tué. Paf! Verdict terminé. C'est comme ça au Cameroun. On crie sur quelqu'un, oh voleur! Si on a crié sur toi, c'est que tu as volé, on te tue. Et j'entends souvent des gens qui me disent que je prends des positions comme celle que j'ai actuellement parce que je veux à tout prix revenir au pays.
Je vais vous expliquer une chose. Ça fait des années que je vous explique que je préfère rester en France, gagner 3 500 € net, que d'aller au Cameroun gagner 3,5 millions. Je préfère rester en France, gagner 5 000 € net, que d'aller au Cameroun gagner 5 millions net. 5 millions, c'est plus que 5 000 €. Hein. Je vois plus 5 000 €, c'est à peu près 3,2 millions. C'est à peu près 3 millions. C'est-à-dire qu'il y a 1 800 € de plus à aller au Cameroun. Je vais même pousser plus loin. Je préfère rester en France pour 5 000 € que d'aller au Cameroun pour 10 000 €. Si je vais au Cameroun pour 10 000 €, ça veut dire que je vais sans ma famille. Parce qu'on vient là de constater que ce pays ne regarde pas le portefeuille. Il est impitoyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas en sécurité au Cameroun du fait qu'on a de l'argent. On n'est pas en sécurité. Vous n'êtes pas à l'abri. Mes 2 parents sont décédés, vraisemblablement d'erreur médicale. Je peux le dire aujourd'hui, je le dis tout le temps. Mes 2 parents sont décédés vraisemblablement d'erreur médicale. Pas forcément une erreur médicale à l'hôpital, mais parfois une erreur de diagnostic. La personne qui m'a annoncé le décès de Maître Swap m'a aussi expliqué comment sa maman, au Cameroun, est restée 10 ans avec une maladie qu'on appelait kyste ovarienne. Le jour qu'elle est partie faire un diagnostic en Suisse, on lui a expliqué que madame, vous avez un cancer des ovaires, un cancer de l'utérus en phase terminale. Elle est décédée, sa maman. Sa maman est décédée 1 an après la mienne. Pendant 10 ans au Cameroun, on la traitait pour un kyste ovarien. On la traitait pour un kyste ovarien. Les gens qui viennent sur ma page me disent que j'aime trop ramener à moi. Ne venez plus sur ma page, s'il vous plaît. J'aime ramener à moi, c'est ma page. Donc sur ma page, je parle de moi. Parce que quand je parle de Calibri et de Max, vous m'expliquez que je parle des gens qui ne me gèrent pas. Quand je parle de moi, vous me dites que je ramène à moi. Je vous dis que ce matin, il y a une personne qui est décédée dans des conditions qui interrogent. Et que la question, c'est de s'interroger ce matin. Il ne s'agit pas de dire qu'on est soit du MRC, qu'on est de la base, qu'on est de l'opposition, quoi que ce soit. Il s'agit juste d'être un être humain qui se pose la question à savoir comment quelqu'un échappe d'un accident avec un bras cassé, une fracture, m'a-t-on dit. J'ai déjà eu des fractures, moi. Je ne suis pas allé à l'hôpital forcément. J'ai déjà bagarré avec un voisin. Quand j'étais à Bonamoussadi, je suis tombé, j'ai eu le bras la dernière fois que j'ai eu une fracture du bras, c'était suite à une bagarre avec un voisin que j'avais provoqué d'ailleurs. C'était un chargeur, hein, le mec qui était musclé comme tout, je l'ai provoqué, il m'a neutralisé. Ça, je le dis tout de suite. Hein. Mais il m'a neutralisé, donc j'ai eu le bras cassé pendant quelques semaines. Je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai le sentiment ce matin que, au final, si cet homme était juste rentré chez lui, où il était allé au village, il s'appelle Maître Swap, il serait allé voir un masseur du village. Peut-être qu'il sera en vie ce matin. C'est quand même inquiétant de se dire qu'on vit dans un tel pays. C'est ça qui m'interroge ce matin. Et je vous dis, dans cette circonstance, que ce soit Sardina comme Tontina, ça ne sert à rien d'aller accabler les Sardina parce qu'ils sont tous égaux devant la même situation. Cette situation vaut autant pour un Sardina qu'un Tontina. Ça veut dire que ce matin-là, pour les causes de la mort de Maître Swap, non, ça ne regarde pas, enfin jusqu'à preuve du contraire, je vous ai toujours dit, je m'en tiens toujours à la version officielle. Hein. Vous ne verrez jamais chez moi des versions complotistes. C'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs l'une des raisons de ma rupture. C'est d'ailleurs l'une des raisons. Oui, mais vous continuez à lire son commentaire parce qu'il est affiché chez vous. Mais je vous dis, celui qui regarde le direct après ne pourra pas le lire. Vous disparaissez après avec votre commentaire. C'est ce que je vous dis depuis quand on vous bloque. Je vous dis en fait que c'est l'une de mes raisons avec la rupture avec la base. Parce que la base dans les thèses complotistes. Rappelez-vous, il y a une vieille dame qui est décédée là, celle à qui on attribue une relation à Bertie Le Camit, celle dont Zogo attribue une relation à Bertie Le Camit et fils du planteur conjointement. Cette dame est décédée. On était en train d'accuser Paul Biya au Cameroun. Voilà. Donc moi, vous voyez très bien que je ne pouvais pas faire chez moi avec des gens comme ça. Une dame décède à Paris, une dame que personne ne connaît. Je ne suis même pas sûr si on vous dit Brigitte, activiste à Paris. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si vous savez à quoi elle ressemble. Je pense que si vous avez plus majoritairement sur à quoi elle ressemble, c'est parce que je vous ai expliqué qu'elle était la copine de l'autre. Elle décède à Paris. On va expliquer que Paul Biya est la cause de la mort de cette femme. Que cette femme, Paul Biya, est la cause de sa mort. Une dame qui n'a aucune influence, aucune menace. Elle meurt chez elle. On va accuser Paul Biya. Je vais vous dire, franchement, si Paul Biya a une balle en France pour tuer des gens,
croyez que c'est cette dame qui va les tuer? Vous croyez que Max est super gardé de telle enseigne que si on lui colle une balle, il ne va pas prendre? Vous croyez que Calibri est super gardé? Calibri, c'est quelqu'un que tu croises très facilement à des arrêts de métro. Tu croises très facilement Calibri à une gare du RER, il est monsieur tout le monde. Si Paul Biya veut liquider Calibri ou Max, c'est vite fait. Hein. Vous croyez que quoi? On paye, il vient ici, là, il donne 10 millions de francs CFA à un arabe. Il donne la photo de Max à un arabe. Et on localise là où Max habite. Voilà, l'arabe se charge de la chose. On ne pourra jamais relier Paul Biya à cette affaire-là. L'arabe ne connaît pas Max. Donc tu vas relier comment? La plupart des affaires de crime sont résolues parce qu'on arrive à faire le lien entre le tueur et la victime. Vous faites on dirait que nous, les gars comme Serge Anango, on est super gardés en France, de telle enseigne que si Biya veut nous kill, ça va le passer. Non mais il faut arrêter souvent de fumer la moquette. Elle est décédée à un moment donné, quelques temps après les trucs de l'ambassade. Donc je pense que quelques temps après ça, Paul Biya a une balle. Paul Biya a une balle à gaspiller. Il va pas aller gaspiller sur une vieille dame que personne ne connaît. Il faut se arrêter à vos thèses de complotistes là. Vous voyez justement les raisons de ma rupture avec ces gens. Je ne pouvais pas fonctionner avec ces gens. Je suis sûr que ce matin, la plupart des gars qui balancent des conneries comme ça, c'est des personnes qui soutiennent la base, qui veulent à tout prix qu'il y ait le malheur au Cameroun, parce qu'on pourra dire que c'est la faute de Biya. Mais vous pensez que c'est en attribuant des morts improbables à Paul Biya que les Camerounais vont se lever? Votre objectif, c'est de renverser Paul Biya. Pour renverser Paul Biya, portez vos pieds, vous allez au Cameroun devant Etouti, vous le renversez. C'est si simple que ça. Vous pensez que quoi? Vous voulez attribuer à Paul Biya tous les malheurs de la société du Cameroun, tous les drames de la société au Cameroun, en espérant que ça fasse lever le peuple. Ça fait des années que vous le faites, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut abandonner, les gars. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Je vous dis ce matin, il ne s'agit pas de... On est pro Biya ou on est contre Biya. Il s'agit d'un être humain. Et je pense que les sardinats... Je ne pense pas qu'il y ait un sardinat qui va faire un post pour se réjouir de la mort de cet homme. Si vous appelez Grégoire Ona ce matin, Grégoire Ona qui avait été qualifié par lui agent perturbateur, Grégoire Ona va vous dire qu'il a de la peine pour un homme qui est mort. Vous n'imaginez pas un seul instant Grégoire Ona se réjouit que Maître Swap soit mort. Il n'y a qu'un tontina pour avoir ce genre de comportement. Un tontina, demain je meurs, vous allez dire bien fait pour ta gueule Serge, pour tout ce que tu nous as fait à la base. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que Modestine, quand elle était en opération, vous avez souhaité la mort de Modestine. Vous avez même dit qu'elle était... Parce que là, tu as insulté comme tous la malédiction. Regardez comment les Bamileke réfléchissent. Parce que si vous aviez été Grégoire Ona, ce matin, on serait en train de vous réjouir. Tout ce que vous attendez, c'est que Ona se réjouisse. Mais je vous dis, si on appelle Grégoire Ona là maintenant, on dit Grégoire Ona, quel est votre sentiment sur le décès de Maître Swap qui est parti? J'imagine pas un seul instant, Grégoire, on a dit bien fait pour sa gueule. Il m'avait traité d'agent perturbateur lors au conseil constitutionnel. Donc voilà, il a pris de ça. Non, mais sérieusement, vous voulez vivre dans quel pays avec ce genre de raisonnement? Vous voulez vivre dans quel pays? Si c'est Zina qui meurt, vous vous réjouissez. Si c'est par exemple Clément Atangana qui décède ce matin, vous allez dire qu'il meurt parce que il a validé une injustice. Comme s'il n'allait pas mourir. Tout le monde est mortel. Voilà donc Maître Swap aujourd'hui qui était du bon camp d'après vous. La dernière fois, vous êtes venu m'expliquer que avec le mauvais rôle que je joue à la base aujourd'hui, c'est dommage que je ne sois pas mort dans l'accident de la Camraille. En gros, le Bamileke pour lui, comme il est tellement impuissant à te régler ton compte, il souhaite que c'est le ciel qui règle le compte pour toi. De telle enseigne qu'on a l'impression que si demain je mourrais dans un accident, on va expliquer que je meurs dans un accident à cause de tout le mal que j'ai fait à la base. Je rappelle quand même que Niat, la Twins et 4 autres soi-disant combattants ont failli y passer dans un accident en allant à Lyon pour bloquer Paul Biya. Paul Biya a voyagé du Cameroun sans problème. Il a atterri à Lyon sans problème. Il a redécollé sans problème. Il a atterri à Etoudi sans problème. Entre-temps, certaines personnes qui allaient le bloquer ont failli mourir. Pourtant, ils sont censés être du bon côté. Donc, je vais vous dire une chose. Vous pensez en fait que le ciel va s'adapter à vos pulsions? La météo ne pouvait pas dépendre du noir parce que ça aurait été très inquiétant. Je ne comprends pas, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais avec ces gens à une époque? Quand je pense que des gens comme ça, à un moment donné, sont parfois venus liker mes directs, en disant, Serge, tu parles bien, mais ils m'ont pris pour qui, ces gens? Vous m'avez pris pour qui? Vous me voyez me réjouir demain de la mort de Grégoire Ona? Vous me voyez me réjouir demain de la mort de Jean de Dieu Momo? Vous pensez vraiment que je suis comme ça? Quand on a arrêté mes Bengo, m'avez-vous
Aujourd'hui, quand je prends des positions, vous me dites que j'ai retourné ma veste. On a arrêté Mebengo quand? Je crois en janvier ou en décembre. Je vous ai dit, je ne peux pas me réjouir de l'arrestation de Mebengo. Pas parce qu'il est un ministre honnête, mais parce que ces conditions d'arrestation me paraissent plus un règlement de compte qu'une mise en accusation pour faits graves, pour des faits qu'il aurait commis. Donc, Mebengo, c'est un justiciable qui a droit à une justice normale. Je ne peux pas m'offusquer qu'on arrête Maurice Kamto, on le bâcle en prison, sans preuve, et venir me réjouir qu'on arrête Mebengo. Non, l'arrestation de Mebengo, pour moi, était floue. J'ai dit ici depuis janvier, on ne me disait pas encore à l'époque que j'ai retourné ma veste parce que j'étais encore dans le bon camp. Je pouvais le dire. On faisait comme si on ne m'entendait pas. Vous ne m'avez pas vu faire des directs pour danser qu'on a arrêté Mebengo. Pourtant, j'en veux à Mebengo particulièrement. C'est Mebengo qui donne l'autorisation au train que j'ai pris, pour lequel j'ai failli mourir. Il était ministre des Transports en 2016, figurez-vous. C'est lui qui donne des instructions qu'il faut que le train parte au mépris de la sécurité, qu'il faut transporter tous les voyageurs au mépris de la sécurité. Mebengo est le premier responsable des morts de la Camaraï. Donc c'est quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il est le ministre, qu'il a été tout ce que vous voulez, je lui en veux à titre personnel. Parce que j'ai failli passer. Pour autant, quand on l'a arrêté, je ne me suis pas réjoui. Parce que je considérais que ce n'est pas justice qui est rendue. Il n'a pas été arrêté, par exemple, pour ses manquements par rapport à la Camaraï. Il aurait été arrêté pour ça, j'aurais dit oui, il y a quelque chose qui commence. Il n'a pas été arrêté, par exemple, avec des preuves. Je ne comprends pas. Ça ressemblait plus à un règlement de compte qu'autre chose. Et je ne me réjouis pas des règlements de compte, fut-il envers des gens envers les gens que j'en veux. Je ne me réjouis pas de ça. Je n'ai pas envie de ce pays-là où on utilise la justice pour régler des comptes. Je veux un pays où quand vous êtes mis en accusation, que vous avez l'impression, c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, je soutiens Carlos Ghosn. Je soutiens Carlos Ghosn à 100%. J'étais avec des collègues l'autre jour, ils vendaient sur moi que mais c'est comment? Que mais gars, tu es en France, tu sais très bien que Carlos Ghosn ne peut pas être aimé en France, il est trop. J'ai dit oui, mais on ne peut pas arrêter quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir caché une partie de ses gains et on l'interdit pendant 8 mois de voir sa femme. Non mais sérieux? Comment voulez-vous que cet homme... En France, même les terroristes ont le droit de voir leur femme. Ils ont le droit à des visites conjugales dès qu'ils sont mariés. Un type, parce qu'il est soupçonné soi-disant d'avoir dissimulé de l'argent, on le traitait comme ça. J'ai dit non, il a eu raison de se barrer. Je soutiens Carlos Ghosn à 100%. Voilà. Parce qu'il a fui une injustice à mon sens. La façon dont il était traité ne ressemblait pas à la justice. Et quand la justice devient injuste, si vous ne vous protégez pas, qui vous protégera? Oui, il a la chance, il avait de l'argent. Les gens me disent oui, bah oui, mais s'il était pauvre, il n'aurait pas pu le faire. Bah oui, justement, il a de l'argent, il l'a fait. Voilà, c'est comme ça. Le pauvre, ma foi, tant pis pour lui. On va pas vivre dans un pays où c'est aux riches de s'adapter aux pauvres. C'est aux pauvres de s'adapter aux riches, voyons. On va pas demander à quelqu'un d'acheter une Twingo parce que dans son lotissement, tout le monde a la Twingo et tout le monde est pauvre. Il manquerait plus que ça. Si vous avez les moyens de vous acheter une Lamborghini, vous achetez une Lamborghini. Le jaloux, c'est son problème. Moi, je roule en Opel Insignia, mais le mec qui a la Lamborghini, je lui en veux pas de rouler en Lamborghini. Parce que je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont qui vont chez les loueurs de voitures, filmer leur bagnole et venir mettre sur Internet en disant que ça va me faire mal. Non mais sérieusement, vous m'avez bien vu là? Si vous roulez en Mercedes et que c'est conforme à vos moyens, je suis content pour vous. Je veux un pays de la méritocratie. Je vais vous dire une chose, je suis forgé au système américain. Je vis en France, mais je suis toujours en rupture avec les considérations des Français. Parce que je suis forgé au système américain, le système du mérite. Tu es riche, tu as le droit d'afficher. Celui qui n'est pas content, son problème. Et en Amérique, on l'accepte. Quand quelqu'un est riche, on accepte qu'il affiche, on respecte cela. En France, quand tu es riche, on te demande de te cacher. Et je suis contre. Je suis contre cela. Le riche ne doit pas s'excuser. C'est pas aux riches de s'adapter aux pauvres, c'est aux pauvres de s'adapter aux riches. Ça, c'est ma conception. Voilà. Donc, que ce soit bien clair pour vous. Avant d'aller imaginer un seul instant que je puisse être jaloux de quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi, il faudrait déjà savoir quelles sont mes conceptions, quelles sont mes convictions. L'esprit Serge Anango, c'est de respecter quelqu'un quand il te dépasse. Si tu me dépasses avec tes moyens et que c'est correct, je vais l'accepter. Pourquoi je vais être jaloux? Ça va changer quoi? Si j'avais passé mon temps à être jaloux de ceux qui me dépassaient, je ne serais rien aujourd'hui. Je suis né avec rien. Je suis arrivé dans ce pays en France avec 500 000 francs CFA. J'avais rien. C'est parce que j'ai vu les gens qui me dépassaient que j'ai voulu être comme eux, que je suis ce que je suis. Si je m'étais contenté les jalouser, je serais au même point à LM. Je serais au même point. Donc, il faut arrêter avec cette façon de faire. Donc, ne comptez pas souvent sur moi pour me réjouir d'une injustice. Fût-il envers mon ennemi. Fût-il envers mon ennemi. Vous êtes là tous les jours en disant que bien, oh, tu as fait du mal, tu vas mourir, tu vas mourir. Voilà, il a 87 ans, il est vivant. Voilà les maîtres sobs qui n'ont même pas 60 ans, qui meurent.
C'est pour dire que la mort ne va pas tuer quelqu'un parce que vous voulez qu'il meure. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un et vous comptez sur la mort pour régler le problème. Si vous en voulez à Paul Biya, allez le buter si vous en avez les couilles. Ne restez pas comme ça à attendre que la personne meure parce qu'au final, ce sont les gars, ce monsieur qui est décédé n'est pas du RDPC. Il est du bon côté. Si la loi, si le ciel écoutait vos pulsions à 2 balles, ce mec aurait longue vie. Je suis sûr que quand il a fait sa prestation au Conseil constitutionnel, une bonne bande d'idiots sur Internet ont dit longue vie à toi, Maître Swap. Voilà, longue vie à toi, Maître Swap. Voilà. Ça ne dépend pas de vous. Quelqu'un peut me dire longue vie, là, tout de suite, là, sur mon direct. Mais si je fais le con, je rentre sur un camion, je suis mort. Si je fais le con, je rentre sur un camion, je suis mort. Donc il faut arrêter avec ces conneries. Je vous ai dit ce matin, pour moi, je suis juste un être humain, quand même, qui m'interroge du pays dans lequel j'ai grandi, où on échappe d'un accident, le bras cassé, et on meurt à l'hôpital. Je pense que c'est une question qui interpelle aussi le Sardina, parce qu'il n'y a pas d'église au Cameroun, il n'y a pas d'hôpitaux pour Tontina au Cameroun et d'hôpitaux pour Sardina au Cameroun. Je rappelle que le Charles Ateba est né, donc dont vous prétendez qu'il a été tué dans le régime, par le régime, à l'époque faisait la même chose que Onan Guini, qui aujourd'hui est bien vivant et respire. À l'époque faisait la même chose que Dieudonné Somba, qui aujourd'hui est bien vivant et respire. Donc, qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez la preuve. Je vous avais déjà expliqué qu'il faut arrêter avec ça. Parce que j'ai discuté une fois avec Patrice Nouma au téléphone. J'ai dit à Patrice Nouma que Patrice Nouma peut le dire. Et ça, c'était au début du combat, là, novembre 2018, c'est-à-dire à l'époque où, pour vous, j'étais le dieu de la révolution, vomi et le traître, tout ce que vous voulez. J'avais discuté à Patrice Nouma. J'avais dit à Patrice Nouma que l'une des choses pour lesquelles je suis en total désaccord avec toi sur 2 points. Tes paroles homophobes et tes thèses complotistes que tu ne peux pas étayer. Patrice Nouma est vivant. Patrice Nouma est vivant. Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, certains vont venir dire que je prends position parce que je vais faire plaisir à un tel. Parce que vous êtes toujours comme ça, là. Le fond de ce qu'on dit ne vous intéresse pas. J'avais dit à Patrice Nouma que, pour le peu de vidéos que j'ai regardées te concernant, on a 2 points de divergence fondamentale. Ton sens des thèses complotistes, attribuer n'importe quelle mort à Paul Biya, n'importe comment, de façon insensée, et tes propos homophobes. Ça ne veut pas dire que j'encourage l'homosexualité. Moi, je trouve qu'un homosexuel, c'est un être humain. Il est libre de faire ce qu'il veut. On n'a pas à faire des directs pour s'attaquer à eux. Ce n'est pas à cause des homosexuels que le Cameroun va mal. Voilà. Donc ça, c'est mon avis. Maintenant, vous avez le droit d'être homophobe. Mais j'ai pas demandé à Patrice Nouma de cesser d'être homophobe. Je lui ai dit que c'est des points de divergence entre lui et moi pour lesquels on ne sera jamais d'accord. Voilà. J'étais homophobe. J'étais homophobe. Jusqu'à ce que je me pose la question à savoir, entre un homosexuel honnête et un polygame malhonnête qui détourne la fortune du Cameroun, tu choisis quoi, Serge? Tu as un fusil avec une balle. On te dit de tuer l'un d'eux, tu tues qui? Ben, je tue le polygame hétérosexuel qui pille la fortune du Cameroun, c'est tout. L'homosexuel n'a pas lésé les Camerounais. Il fait ce qu'il veut de son sgeg. Il fait ce qu'il veut de son trou de balle. Ça ne me regarde pas. C'est comme ça que je me suis posé la question. Je vais vous dire, hein, que ce soit Magali, que ce soit la plupart de mes amis à l'école, ils ont essayé de me guérir de l'homophobie quand j'étais étudiant. Ils n'ont pas réussi. C'est un matin tout seul dans mon coin, en me posant les bonnes questions, que j'ai compris que ça ne servait à rien de détester ces gens-là et de s'acharner sur eux toute sa vie. C'est comme ça, sans se posant les bonnes questions. S'interroger parfois, même si c'est une question à la con. Le but, c'est de s'interroger. Je vous ai souvent expliqué ici là, que la dissertation n'est pas d'arriver à une conclusion. La dissertation peut se conclure sur une interrogation. La dissertation, c'est comme la spéléologie. C'est comme aller creuser. Tu creuses pour chercher de l'eau jusqu'à ce que tu aboutis à une roche. Et c'est au niveau de la roche que tu fais ton point de bifurcation. Pour dire, voilà, j'arrive à une roche et c'est là que tu peux commencer l'antithèse. C'est une succession de questions. Et tu dois suffisamment creuser au fond de toi, y compris affronter tes propres contradictions. C'est ça la dissertation. Mais beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est que disserter. Putain, ils ont un bac, ils ont une licence et tout ce que vous voulez. Et ils viennent me dire comment m'exprimer sur Facebook. C'est parfois en s'interrogeant qu'on obtient les bonnes réponses. Or, vous êtes dans l'affirmation. Vous êtes dans l'affirmation. Ce matin, on a tué Maître Swap. On a tué Maître Swap. Son corps est encore chaud. Sa dépouille est encore chaude.
C'est-à-dire que son corps est encore, je ne sais pas moi, à température quelque part entre 37 et 35 degrés. Ça dépouille encore chaude. Que vous êtes déjà en train de faire des polémiques. Alors que cet homme de son vivant, il est resté sur le cadre de la loi. Vous vous rappelez, quand on a interrogé Maître Swap au sortir du Conseil constitutionnel, il fait partie de ceux qui avaient expliqué que on est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait faire comme recours. C'est terminé. Vous n'avez plus jamais vu Maître Swap se reprononcer par rapport à cette histoire de hold-up électoral. On a une interview de Maître Swap à la sortie du Conseil interrogé, il vous dit, pour nous c'était le recours maximum. On l'a épuisé. Bon ben ça veut dire que ça s'arrête là, terminé. C'est bon. On rentre à la maison. Paul Biya est président. Il l'a dit, Maître Swap. C'est pas moi qui le dis. On l'a pas traité de sardinard. On l'a pas traité de sardinard. On l'a pas traité de tous les noms. Il a fait un constat simple. C'est-à-dire que l'unique façon ce jour-là de contester la victoire de Paul Biya, il est resté sur le plan légal. Maintenant, il existe d'autres plans. C'était par exemple que le peuple se lève. Le peuple ne l'a pas fait. Donc le peuple a dit, Paul Biya est notre président, le peuple est resté tranquille. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Donc il s'est arrêté là. On ne l'a plus jamais reparler de ça. Et ce matin, vous voulez expliquer que c'est lui particulièrement que Paul Biya sera allé tuer. Donc Paul Biya laisse Paul-Éric Kingé, qu'il atomise à chaque fois qu'il a l'occasion. Paul Biya laisse Albert Nzongan, paraît-il, qu'il a massacré correctement l'autre jour dans un plateau télé. Paul Biya laisse Maurice Kamto en liberté. Même Maurice Kamto peut voyager pour être aux États-Unis un peu partout. Et il va tuer Maître Swap. L'un de ceux qui avait dit sur le plan légal que c'est fini, arrêtez-vous là. C'est-à-dire que sa seule action contre Paul Biya était de défendre Maurice Kamto ce jour-là aux audiences du Conseil constitutionnel. Après ça, il ne servait plus à rien à Maurice Kamto. La seule utilité qu'il a encore eu après, c'était de défendre Maurice Kamto quand celui-ci a été arrêté. Il ne servait plus à rien. Donc en quoi gênait-il encore Paul Biya? En quoi gênait-il encore Paul Biya pour que Paul Biya daigne le tuer? Vous êtes là tous les jours. Je suis sûr que l'opposition a plus tué ses adversaires que Paul Biya dans ce pays. Je vous dis que Paul Biya est un président de la République. Je ne sais pas, peut-être parfois certains se mettent dans leur placard et le menacent en disant Paul Biya, tu vas sentir qu'ils oublient qu'ils ont en face. Moi, je ne suis pas ingénieur en France. C'est-à-dire que mon pouvoir de nuisance est très limité. Ça se limite à quand je m'en vais au travail. Là, je vais arriver au boulot, je vais arrêter mon direct et je vais travailler pour pointer mon argent. Je ne peux pas être en direct comme Karine. Au boulot, je ne suis pas fonctionnaire d'État. Je me mets en direct à mon heure de travail, je suis viré. Donc j'ai des moyens illimités, j'ai des moyens limités par rapport à lui. Lui, il est président de la République. Il a des moyens limités, illimités. Si Paul Biya veut me tuer, si Paul Biya me veut mort aujourd'hui, c'est pas compliqué pour Paul Biya. J'ai dit où je travaille tout le temps. On connaît mon parcours. Il paye quelqu'un 100 000 euros. La personne est là pour me filer, pour trouver la bonne occasion, me mettre une balle dans la tête et rentrer chez lui. Comment tu vas faire le lien avec Paul Biya? Comment tu feras le lien avec Paul Biya? Paul Biya a un arsenal militaire. À chaque fois, vous lui attribuez des morts sur autre chose, comme si voulait tuer quelqu'un, il devait se gêner. Si Paul Biya décidait que, si Paul Biya décidait que c'est un gang qui a tué telle personne, ça veut dire qu'on envoie les agresseurs vont tuer les gens chez eux, non? Tous les jours, on voit des agresseurs qui ont tué des gens chez eux. Paul Biya paye un gang qui déguise ce meurtre en agression. Mais l'enquête va se faire où? Au Cameroun. Paul Biya contrôle la justice. Vous allez enquêter comment pour arriver jusqu'à lui? Vous avez un juge au Cameroun qui va enquêter et remonter jusqu'à Biya. Si Biya dit, bon, Paul-Éric Kingé est là, je le veux entre 4 planches d'ici 3 jours. Vous me masquez ça en cambriolage qui a mal tourné. C'est réglé. Mais c'est réglé. Paul Biya dit, je veux mettre Swap entre 4 planches dans 3 jours. Vous me maquillez ça en cambriolage qui a mal tourné. Ça coûte 1 balle. Alors qu'un accident, alors que maquiller un accident, ça vous coûte une bagnole. Ça veut dire qu'il y a quand même une bagnole qu'il faut fracasser. Et ça veut donc dire que la personne même qui doit maquiller ça en accident, lui-même risque sa propre vie. Ce qui n'est pas le cas avec une balle. Avec une balle, c'est très simple. On va chez Maître Swap, on déguise ça en un cambriolage qui a mal tourné, on lui loge une balle dans la tête, on rentre, c'est terminé. Qui va mener l'enquête? La justice camerounaise. Qui contrôle la justice camerounaise? Bah, c'est Paul Biya. Pourquoi il ferait ça? Alors qu'il a plus simple, c'est bien plus simple. Il est président de la République. Je vous dis, je suis président de la République. Je vais me débarrasser d'un ennemi. Vous croyez que je vais l'empoisonner? Vous croyez que je vais l'empoisonner? On empoisonne quand c'est à l'étranger. En Corée du Nord, quand Kim Jong-un veut se débarrasser de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une balle et on vous liquide. Terminé. Il a tué son frère par poison parce que vous pouvez difficilement tuer quelqu'un dans un aéroport avec une arme et vous échapper. Le poison tue lentement. Ça laisse à l'agresseur le temps. C'est pour ça qu'ils utilisent des conneries comme le poison.
Mais est-ce que vous croyez que Kim Jong-un, pour se débarrasser de quelqu'un en Corée, a besoin de l'empoisonner? Je comprends pas. Voilà quelqu'un qui me dit tu es vraiment limité. À force de penser que tu sais, tu demandes que tu es nul. Bah demande que je suis nul. Donc, il peut mourir sur erreur médicale comme mauvaise analyse, mauvaise anesthésie. Bah voilà, c'est de ça qu'il est question ce matin. Joachim, on voit donc que tu es un éjaculateur précoce. Parce que mon interrogation, c'est vraiment d'accuser l'erreur médicale. C'est l'erreur médicale ici. C'est pourquoi je vous ai dit, on est humain. Tu vois que tu es limité parce qu'en compréhension des tests, tu es bête. C'est justement dans ça que je vais aller. Erreur médicale qui concerne tout le monde. Je l'ai dit. Au Cameroun, vous n'êtes pas en sécurité parce que vous êtes riche. Vous êtes aussi vulnérable que le pauvre. Voilà. Voilà. C'est vous qui êtes venu avec... La personne finalement me dit, j'ai fait la récupération pour parler de Paul Biya. Alors que justement, je suis en train d'empêcher les gens de faire la récupération par Paul Biya. En fait, vous êtes arrivé au niveau où, même quand je sauve un enfant à la noyade, vous m'expliquez que j'ai voulu le noyer. Regarde un abruti pareil. Parce qu'il a un problème avec Serge Anango, il faut à tout prix qu'il trouve un moyen de critiquer Serge Anango. Je vous ai dit que vous êtes obligé d'avoir une gymnastique mentale compliquée. C'est-à-dire que quand je prends une position, vous êtes obligé de chercher, même quand vous partagez la même position que moi, vous êtes obligé d'aller chercher dedans un moyen de me contredire. C'est une erreur médicale, bien sûr. C'est une erreur médicale. C'est ce que j'essaie de dire. Et quand on parle d'erreur médicale, ça veut dire que ça concerne Sardina et Tontina. À ce moment-là, donc d'où ma volonté de rester humain dans l'analyse et dans ce qui s'est passé. C'est vous qui avez ramené la récupération. C'est pas moi. Vous me ramenez la récupération, je vous regarde et on me dit que je cherche la récupération. Et il s'appelle Shenju, un Bamileke. Et après on va me demander qu'est-ce que tu as contre les Bamileke. Un Bamileke. Le seul gars de compréhension de texte jusqu'ici qui n'a pas compris où j'essaie. Quand on fait un développement, votre cerveau devient bête. Vous êtes dans la facile. Tu es un traître. Tu es un traître. Oh, tu es Sardina. Vous êtes dans l'affirmation facile. Que quand il s'agit d'un jeu de se poser les bonnes questions, vous êtes perdu en chemin. Vous ne savez pas où on veut aller. Voilà. Donc tu viens de démontrer devant 500 personnes que tu n'es qu'un nulard, mon pauvre Joachim. Tu viens de démontrer que le nulard, c'est toi. Je suis désolé pour toi. Je répète encore que avant d'aller accuser Paul Biya sur n'importe quoi, sachez que c'est un président de la République qui a les moyens illimités. S'il veut tuer quelqu'un, il tue la personne. Que maquiller la mort d'une personne par accident, c'est le moyen le plus risqué. C'est le moyen le plus risqué parce que la personne qui commet ce meurtre lui-même risque une balle. Mais je veux dire, une balle et un cambriolage qui a mal tourné, c'est le moyen le plus simple. Quand les gangsters veulent régler leur compte, vous avez vu quel gangster essayer de régler un compte par un accident qui a mal tourné? Vous avez vu quel gangster régler un compte par une erreur médicale? Le gangster, il prend une balle et il bute la personne. Et vous voulez expliquer que Paul Biya serait plus idiot qu'un gangster? Voilà quelqu'un qui dit, dans tout le monde qui te contredit est toujours. Mais oui, mais il m'a contredit avec quoi? La contradiction est valable quand tu as vraiment contredit. Cette personne au final est d'accord avec moi, mais m'insulte. C'est pas une contradiction QAT. Voilà un autre Bamileke qui ne sait même pas ce qu'on appelle une contradiction. Il vient me dire que je demande que je suis nul. Et il balance des phrases qui ne prouvent aucune. Il m'a contredit à quel niveau? Va relire son texte. Où est-ce qu'il m'a contredit? Il m'a contredit à quel niveau? Tu ne soutiens que ton frère Bamileke est stupide. Parce que tu es nul en compréhension des textes, monsieur QAT. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Il faut que je rappelle quand même au Bamileke que contredire une personne, ce n'est pas dire une chose désagréable sur la personne. C'est aller dans le fond. C'est déjà comprendre ce que la personne a dit. Pour contredire, il faut déjà avoir compris ce que la personne a dit. Et dire où tu n'es pas d'accord. Or, quelqu'un qui veut me contredire et qui dit en fait finalement la même chose que j'ai dit, même me contredire à quel niveau? C'est un éjaculateur précoce, trop pressé de vouloir dire une vacherie sur moi, c'est tout. C'est juste un éjaculateur précoce qui était trop pressé de dire une vacherie sur moi, qui n'a pas eu le temps de se rendre compte que, en réalité, il était d'accord avec moi. Voilà. Donc, il m'a contredit à quel niveau? Donc, ça confirme qu'il est idiot. Puisqu'il ne s'est même pas rendu compte que c'est vers cet endroit-là que j'allais. Donc, il est bête, voilà. C'est tout. Donc, le PB, c'est que vous voulez parler des choses que vous ne comprenez pas. C'est ça mon PB avec toi. J'ai un PB avec les idiots. Ce n'est pas aujourd'hui que vous le découvrez, j'ai un PB fondamental avec les idiots. Parce que même les idiots, dans une situation comme celle-ci, où on doit être tous ensemble, vous cherchez encore les partisans, vous êtes encore avec les antagonismes. Mais que vous aimez Serge Anango ou que vous le détestez, est-ce que c'est le lieu de régler vos comptes sur la tête d'une personne? C'est pas possible.
Voilà les gens qui disent qu'ils veulent le changement au Cameroun. Je vous ai dit, quand vous dites ça, ça doit être pris comme une menace. C'est une menace. C'est une menace. Quand un Tontina dit je veux le changement au Cameroun, ça doit être pris pour une menace. Ça doit être pris pour une menace. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que voilà un Cameroun. Voilà un Cameroun où on est en train de parler. Qu'est-ce que j'ai dit de déplacer? Si j'étais venu ici insulter, oh, voilà, un Tontina, si j'étais venu danser sur la mort de cet homme, comment auriez-vous réagi? Je suis en train de vous pousser à vous interroger. Je suis en train de vous pousser à vous interroger. Et ça devient encore un problème. Non, il fallait que je vienne là dire Paul Biya a tué. Et même si j'avais fait ça, vous ne devriez pas être content. Vous aurez été les premiers à me dire que tu as les preuves. On vous a parlé de viol ici. Vous avez demandé, tu as les preuves, tu as les preuves, tu as les preuves. Et vous venez accuser Paul Biya de meurtre sans preuve. Vous avez quelle preuve? Vous dites, on l'a tué, on l'a tué. Tuer quelqu'un, ça veut dire qu'il y avait une volonté délibérée de mettre fin à sa vie. On ne tue pas parce qu'on a commis. On tue quand il y a une volonté délibérée ou pas de mettre fin à la vie. Quand on commet un acte mortel. C'est toujours ça le Bamileke. On a éduqué le Bamileke. On a éduqué le Bamileke comme ça. À être dans l'accusation facile. Quelqu'un a réussi sa vie, c'est le femme-là. Si ce n'était pas la politique aujourd'hui, on serait en train de dire que s'il n'y avait pas eu les histoires de Maurice Kamto, on aurait dit que Maître Sop a entré dans une secte, il est mort. C'est comme ça chez les Bamileke en fait. Il n'y a jamais de cause de mort réelle. Tu travailles ta vie, tu deviens riche. C'est le femme-là. Tu meurs jeune en ayant une carrière prometteur. Non, il est entré dans le vivre heureux, mourir jeune. Sans preuve, comme ça. Balance ça comme ça, paf. Voilà. Et le mec balance ça comme ça, paf. Ce qui est marrant, c'est que les commentaires que je vois ici, beaucoup plus humains vis-à-vis Maître Sop, c'est les sardinards. Je regarde les noms, hein, c'est les noms boulous, les personnes qui disent RIP à cet homme, la santé. Regardez Valérie Blakezevich là, c'est une sardinade que j'ai fumée à une époque. Mais ils savent faire la part des choses quand tu es sur un terrain où il n'y a pas matière à faire la polémique. Elle aussi, elle est en train de dire là que la santé doit être une préoccupation au Cameroun. C'est une sardinade. C'est ça que j'attends. Être humain dans ces moments-là. Non, mais Yves Ghislain Lélé, quand vous venez dire on l'a tué, vous savez très bien ce que ça veut dire au Cameroun. Vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour un jambon? Quand vous venez dire on l'a tué, qui l'a tué? Pourquoi on l'aurait tué? Le médecin de l'hôpital avait un problème avec lui, il a baisé la femme du médecin. On vous connaît? Ou vous voulez faire un mystère de quoi? Quand vous dites on l'a tué, comme Charles Ateba Yéné. Qui a accusé Charles Ateba Yéné? Qui a été accusé de la mort de Charles Ateba Yéné? Quand quelqu'un écrit là, quand vous êtes déjà 5 ou 6 à écrire là qu'on l'a tué comme Charles Ateba Yéné, ça veut dire quoi? Certains ont même déjà écrit qu'on l'a tué comme Prince Jaoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui est le dénominateur commun de ces accusations? Vous voulez m'expliquer que vous êtes en train de dire qu'on l'a tué comme Charles Ateba Yéné? C'est Paul Biya qui a été accusé. Qu'on l'a tué comme Prince Jaoué, c'est Paul Biya qui a été accusé. Et qu'on l'aurait tué comme Charles Ateba Yéné aujourd'hui, et ce ne serait pas Paul Biya. Je serais fou de vous imaginer en train d'accuser Paul Biya. Non, mais les gars, vous voulez jouer à le cerveau de qui? Vous n'êtes pas nés, les gars. Vous n'êtes pas nés. Vous n'êtes pas nés. Je vous ai dit en fait que j'avais dit à Patrice Nouma que nos différences fondamentales tiennent du fait que au Cameroun, ils sont dans l'accusation facile. Tu dis que Paul Biya a tué Prince Jaoué. Pourquoi Paul Biya peut tuer Prince Jaoué au Cameroun et contrôler l'enquête et donner les conclusions de l'enquête qui l'arrange? Non, il laisse Prince Jaoué. Il laisse Prince Jaoué aller aux États-Unis, causer un accident avec un Américain, hein, un chauffeur de camion, quelqu'un qui avait une société de camion. Le rapport d'enquête est disponible, mais comme vous ne savez pas lire parce que vous êtes tellement givré du cerveau, comme vous ne savez pas lire, vous n'allez jamais lire. Vous écoutez Patrice Nouma vous dire que c'est Biya qui l'a tué. Vous écoutez Marc Seigneur, il va vous dire que c'est Biya qui l'a tué. C'est votre part d'information là-bas. Non, mais c'est vrai. C'est votre part d'information. Il y a un rapport d'enquête. Le FBI a enquêté sur l'affaire. On connaît le protagoniste. C'est un accident.
Si ça avait été Paul Biya, vous croyez que Paul Biya fait peur au FBI? On a arrêté DS Kalaba comme un vulgaire voleur. On a arrêté votre ambassadeur qu'on a traduit en justice aux États-Unis. Vous pensez que les Américains gèrent ce genre de choses? Vous êtes vraiment des rigolos. Hein. On vous parle d'un pays qui a mis en accusation plusieurs présidents de la République. Actuellement, Donald Trump, super président puissant, fait l'objet d'une procédure d'impeachment pilotée par Nancy Pelosi. Vous êtes toujours là, avec des accusations à 2 balles. Ah, c'est Paul Biya. Ah, on l'a tué. Ah, on l'a tué comme Charles Ateba Aine. C'est une erreur médicale. C'est une erreur médicale. Oui, c'est le travail de Rémi Ngono, Irène. C'est le travail de Rémi Ngono pour balancer des thèses comme ça. Quand j'ai commencé à le voir balancer des thèses hasardeuses, c'est comme ça que j'ai arrêté d'aller l'écouter. Moi, je ne l'écoute plus. Et la première fois qu'il a parlé, là, quelques temps après le hold-up électoral, hein, enfin le prétendu hold-up électoral, moi, je suis allé l'écouter. Quand je l'ai vu balancer les accusations infondées, ils ont tous le même, hein, les gens qui sont dans les thèses complotistes ont le même comportement. Accusations infondées et homophobie. Voilà. C'est tout. Quelqu'un a un accident. Vous êtes les premiers toutes les semaines à filmer les accidents qu'il y a sur les routes camerounaises. Vous venez dire que les routes camerounaises sont dangereuses. Vous êtes les premiers à les filmer tous les jours. Et vous n'accusez jamais un Paul Biya d'avoir essayé de tuer quelqu'un, un monsieur Nkamga que personne ne connaît, ou un monsieur Mvondo. Il y a des Mvondo qui meurent dans les accidents au Cameroun tous les jours. Il y a des Kamga. D'ailleurs, Konchu Komeni a échappé à un accident récemment, non? Konchu Komeni a échappé à un accident récemment. Pourquoi accuser Paul Biya alors? Il a échappé à un accident. Mais il y a tellement d'accès au Cameroun que statistiquement, vous n'êtes en sécurité. Vous n'êtes personne. Quelle que soit la personne que vous êtes, vous n'êtes pas en sécurité au Cameroun. Regardez les contradictions. Vous voyez les gens qui vont venir dire que quand on te contredit, on a un problème. Quelqu'un vient dans mon Dieu et me dit ferme ta bouche. Vous voyez quelqu'un comme ça là qui veut le changement. Il veut le MRC, il dit ferme ta bouche. Vous avez vu Maurice Kamto demander à un opposant de fermer sa bouche? Vous avez vu Maurice Kamto sur une chaîne de télé dire à Cabral, il dit ferme ta bouche. Même la liberté des gens, vous n'êtes pas foutu de respecter. Que tu ne sois pas d'accord avec moi, je peux comprendre, mon cher Timba. Mais quitte mon direct. C'est le seul acte que tu as le droit de faire. Tu n'as pas le droit de m'interdire. L'un des premiers préceptes de la philosophie, c'est qu'il est interdit d'interdire. Je peux te donner une dissertation là-dessus. Il est interdit d'interdire. Va faire une dissertation là-dessus, Titi Niba. Quel est le sens de la phrase? Il est interdit d'interdire. Et tu reviens. Vous êtes vraiment des malades, moi je vous dis sincèrement. Vous êtes vraiment des malades. C'est une erreur médicale qui montre que au Cameroun, que vous ayez l'argent ou pas, vous n'êtes pas en sécurité. Voilà. Non, MK Télévision, ce n'était pas comme ça. C'est le chauffeur qui voulait changer de voie. Et c'est un camion qui les a cognés par l'arrière. Non, il n'était pas à l'arrêt. Il n'était pas à l'arrêt. Donc MK TV, même si c'est un accident, ce que tu racontes n'est pas vrai. Ils ont été cognés par l'arrière. Par un camion. Dans un accident banal, quand moi je vais aux États-Unis, chaque fois que je prends les autoroutes là-bas, je vois des accidents. C'est un pays où on passe au permis. Les conditions d'accès au permis sont plus libres, sont plus free qu'en France. C'est pour ça que les gens prennent la voiture là-bas en étant quand même dangereux. Il y a plus d'accidents aux États-Unis par rapport aux habitants qu'en France. Les Américains roulent très mal. Donc oui, statistiquement, il y a une plus forte chance que ce soit un accident bête, que ce soit un meurtre. Quand on veut commencer à envisager les cas de figure sur un problème, il faut toujours chercher l'hypothèse la plus probable, quoi. Pour l'instant, tant que l'enquête ne demande pas autre chose, je m'en tiens à ce qui est dit. Voilà. Moi, j'ai écouté quelqu'un qui racontait l'avoir appelé au téléphone et il disait en fait que c'était un bras cassé. Maître Swap, quand on l'a interrogé à l'hôpital, il n'a pas dit que non, je m'interroge sur les conditions d'un accident. Allez regarder, c'est sur Facebook. J'ai lu comme vous. Quelqu'un qui relatait l'échange qu'il a eu à Maître Swap. Maître Swap disait que oui, j'ai eu un accident. On a été évacué très rapidement à Yaoundé. Voilà, pour les rapprocher de leur domicile. Et puis soigner le bras. Voilà, il a eu une fracture brutale. Un accident en sortie de Tchang. C'est là que c'est Lou Tchang Bafoussam. Il a eu un accident là-bas. Lui-même, il n'était pas en train de dire que l'accident était suspect. Il meurt, vous êtes en train de l'accident. C'est pas possible. On ne pourra rien faire de ce pays.
On dit en fait que c'est l'anesthésie qui a mal tourné. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas exactement à cause. C'est pour ça que j'ai dit ce direct, c'était une interrogation. C'était pas une affirmation. Moi, j'ai juste fait le direct pour dire comment peut-on échapper d'un accident avec le bras cassé et on meurt à l'hôpital. Ça, c'est ma question. Est-ce qu'on a fait une radio ou une IRM pour vérifier qu'il n'y avait pas eu de conséquences? Moi, j'ai fait un accident avec Platini en 2010. En 2010, Platini et moi, on a fait un tonneau dans une 206. On a fait carrément le tonneau, lui et moi. Mon petit frère et moi. Bon, moi, je suis sorti. Quand moi, j'ai vu que j'étais vivant, je pensais à mon frère à côté. Ouais. Parce qu'on a la ceinture. Si on n'avait pas la ceinture, on serait mort. Quand moi, j'ai vu que j'étais vivant, j'avais peur que mon frangin... C'est mon frangin qui conduisait. J'avais peur que le Joe, il lui soit arrivé quelque chose. Donc, quand il est sorti, il était bien. Moi, j'avais rien. Et nous, la consigne, c'est que... J'ai dit à Platini que si tu sens juste que tu as un bindi mal là, tu me dis tout de suite, on te prend, on t'amène à l'hôpital en urgence. Parce que quand tu peux sortir de l'hôpital, techniquement, tu n'as rien. Mais tu as une hémorragie interne que tu ne vois pas. Et tu rentres chez toi, tu meurs. Tu rentres chez toi, tu meurs. Voilà. C'est comme ça, ça arrive. Parce que tu n'as pas allé faire. Normalement, quand tu fais un accident ou tu as un choc frontal, il faut assez rapidement aller à l'hôpital pour qu'on regarde ton crâne pour voir s'il n'y a pas une hémorragie en interne. C'est tout. Comme Platini n'avait pas eu un choc, on avait quand même tapé un peu le pare-brise là quand la voiture tournait au sol, mais ce n'était pas un choc brutal. Quand on est sorti là, donc la consigne c'était que dès que quelqu'un d'entre nous a mal, si quelqu'un d'entre nous ressent le moindre mal de tête quelque part ou dans le ventre, c'est hôpital directement. Donc il y a aussi la possibilité qu'il avait une hémorragie interne, que personne n'ait rien vu venir et que pour l'instant on accuse l'anesthésie. Je vais pas faire confiance aux médecins qui sont accusés de s'être trompés sur l'anesthésie pour donner le verdict sur la mort d'une personne. Donc ils peuvent aussi s'être trompés. On ne pourra pas savoir. Donc il faut une autopsie. C'est une autopsie qui va le dire. Et pour ça, il faut être sûr qu'on ait des vrais médecins légistes au Cameroun. Des vrais médecins légistes. Donc moi, je me pose juste la question à savoir... parce que moi, ça me fait un peu rire. Pourquoi? Parce que Maître Swap, c'est quelqu'un qui était fortuné. Maître Swap, c'est quelqu'un qui était fortuné et qui peut être décédé parce qu'au Cameroun, on a des médecins incompétents. Et ça rappelle quand même que quelle que soit votre richesse au Cameroun, vous avez intérêt à avoir un système sûr. Parce que c'est d'abord une sécurité pour vous-même. C'est pas parce que... C'est vrai que l'Africain, par essence, aime se sentir riche au milieu des pauvres. L'Africain aime se sentir privilégié. Et ça le rassure sur le fait qu'il a eu une chance. Et au final, il ne se rend pas compte que s'il se rend privilégié dans une société qui va à sa décadence, lui-même, il devient vulnérable. Il devient vulnérable lui-même. C'est-à-dire que, voilà, moi, quand je suis parti au Cameroun en 2016, j'avais toutes les assurances. J'avais au moins 3 assurances. J'ai 2 cartes Visa première. Donc, une carte Visa première, pardon, et une Gold Mastercard. J'ai acheté mon billet avec la Gold Mastercard. Avec ma carte Visa première, j'ai eu une assurance rapatriement aussi. C'est-à-dire que même si je n'ai même pas fait mon achat avec, si j'ai juste fait un achat en zone internationale, ma carte Visa première, ça déclenche la couverture. J'ai acheté quand j'allais au Cameroun en zone, j'avais 2 assurances avec ça. Avec mon boulot, j'ai une assurance qui me garantit un rapatriement, quel que soit le pays dans lequel je me trouve, même si c'est en jet privé pour qu'on me soit en France. Avec mon boulot, j'ai cette assurance-là. Donc quand je mets les pieds au Cameroun en 2016, j'ai 3 assurances. C'est-à-dire que s'il m'arrive un problème et qu'il faut me rapatrier en France, j'ai 3 assurances qui vont se bagarrer pour le faire. Mon frère, quand j'ai vu où le train là a déraillé à Ezeka, l'assurance ne pouvait rien faire. L'assurance ne pouvait rien faire. L'assurance ne pouvait rien faire. Si je faisais partie des blessés, que pouvait faire l'assurance à ce moment-là? Dépêcher un hélicoptère de Paris pour arriver là-bas? L'assurance ne pouvait pas. L'assurance ne pouvait pas. Donc mes 3 assurances ne me servaient à rien à Ezeka. Parce que c'est un système qui ne garantit pas. On n'a pas un hôpital de qualité à Ezeka. On manquait même des brancards pour transporter les blessés. On transportait les blessés parfois avec 2 morceaux de bois qu'on a attachés. On n'a pas de brancard. Voilà par exemple Jonas Chantal Yoro Gaza qui est une sardinarde, qui elle-même reconnaît que le pays est dangereux. Donc c'est pour ça que je vous dis ce matin, il n'y a pas de sardinard ni de tontinard.
Vous pensez, voilà Chantal Yolo Gaza. Elle est sardinade. Hein? Elle aurait pu dire, oh, bah, c'est un tontinat qui est mort, ça fait un de moins. Là, voilà, elle-même. Ça la pousse à s'interroger elle-même sur sa sécurité. Et c'est tout ce que je cherchais ce matin. C'est tout ce que je voulais obtenir de vous ce matin. Qu'on s'interroge de façon commune. Et peut-être qu'on essaie de se dire, il est peut-être temps que les choses changent. Il est peut-être temps qu'on arrête ces médecins, ces hôpitaux. Vous-même, vous êtes nuls. Votre père va vous envoyer au CUS. Refusez. Parce que ça cause des maîtres Swap. Est-ce que maître Swap méritait de mourir? Voilà quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Qui était riche. Qui avait droit à une retraite paisible. C'est-à-dire que la façon dont il a travaillé dans sa vie, il méritait de vivre même jusqu'à 95 ans heureux. Parce qu'il a travaillé. Il est mort ce matin. Erreur médicale, vraisemblablement. Erreur de diagnostic. Dans tous les cas, c'est une erreur en rapport. Soit on s'est trompé sur le diagnostic à Bafoussam, on n'a pas fait une imagerie IRM pour vérifier s'il n'y a pas des choses à l'intérieur susceptibles de le tuer. Et on l'a envoyé à Yaoundé en disant qu'il a que le bras cassé. Les médecins de Yaoundé n'ont pas fait de vérification derrière, ont voulu soigner un bras cassé et il est mort d'autre chose. Ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité. Ça serait une erreur médicale. Ou alors il serait mort. Ou alors il serait mort peut-être parce que on lui a mis une anesthésie que son corps rejette. Mais ça reste aussi une erreur médicale. Ça reste aussi une erreur médicale. Donc, vraisemblablement, cet homme est mort pour rien. Parce qu'il a survécu à un accident. Injuste, sans doute. Sans doute un accident dû à une fausse manœuvre, peut-être à la fois de son chauffeur ou de l'autre. On ne sait pas. Il faudra peut-être qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé, les circonstances de cet accident-là. On a besoin de savoir, du coup. Bon, il échappe. Il va à l'hôpital de la République. Il aurait pu dire, ah, je ne fais pas confiance à l'hôpital de Paul Biya, je m'en vais me faire guérir par les guérisseurs du Cameroun. Ou alors je me fais évacuer en bain. Il fait confiance à l'hôpital de la République de son pays. Une El Cavali sardinade, triste. Et une El Cavali d'ailleurs ne peut pas. Une El Cavali là que vous voyez là, c'est une sardinade convaincue. Mais qui elle-même aussi a été frappée par l'injustice des accidents. Elle est de la famille d'Abba. Le neveu d'Abba qui est décédé en Gaoundéré l'année dernière. De suite d'un accident violent, été 2018. Bah, j'ai dit l'année dernière, c'était l'été 2018. C'est son oncle ou quelqu'un de sa famille. Elle a été affectée par cette mort. Ce monsieur rentrait chez lui la nuit, il allait à un ramadan ou je sais pas trop quoi là. Il allait assister au ramadan au nord où il est préfet. Il est mort sur la route, il est sardinard. Il est sardinard. Donc au niveau des accidents sur la route, ou au niveau des erreurs médicales, Sardina et Tontina doivent être d'accord sur le problème. C'est-à-dire donc qu'il ne s'agit pas d'un clivage politique. Oui, ici là, il s'agit d'être humain parce qu'on est tous sujets à des erreurs. Un camion qui gare mal à un virage, tu arrives à 180 km à l'heure et tu meurs. Fils Abba n'est pas Tontina. Voilà quelqu'un qui me dit que je voulais vanter Paul Biya. Regardez, Pierre Kameni. Non mais sérieux les gars, voilà un direct que j'ai lancé, ça fait 58 minutes. Pierre Kameni a retenu que je veux vanter Paul Biya, le dictateur. Voilà ce qu'il a retenu. Et on me dit que les Bamileke sont les gens les plus intelligents. Compréhension de texte zéro. Donc si on te donnait comme exercice on te demandait de résumer le direct de Serge Anango, ce serait ça ton résumé, tu aurais zéro. Tu aurais zéro. Et après tu vas aller dire que tu m'as contredit, que je n'aime pas la contradiction. Oui, j'ai vanté Paul Biya. C'est bien, je suis sardinard, non? Vous avez dit que je suis sardinard, vous êtes surpris encore comment? Je ne vous comprends même pas. Je suis un traître vomi sardinard, hein, je vous rappelle. Hein. C'est encore à moi de vous rappeler ça peut-être. Si je vante alors Paul Biya, il est où le problème? Tu viens constater en quoi donc ça sert ta cause. Oui, je vante Paul Biya. Mais ne viens donc pas où on vante Paul Biya. Va où on vante Maurice Kamto. C'est tout. Tu viens alors faire quoi là? Je suis vomi sardinard traître. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est vous. C'est vous qui avez décidé. J'accepte. Donc je suis dans mon rôle de vanter Paul Biya, Pierre Kameni. Pourquoi ça te pose problème alors? Je suis dans mon rôle de vanter Paul Biya. Ne venez plus sur mes directs attendre que je défende Kamto Adaban. Je suis un traître vomi sardinard. Soyez cohérent. Donc, si je fais une chose qui est cohérente avec ce que tu as... Comment dire? Ce que tu as postulé, hein? Tu as stipulé, tu as postulé, je ne sais pas. Tu as dit depuis que je suis un traître sardinard vomi. Comment, même si je vantais bien ici, là, quelle serait alors ta surprise? C'est logique, non?
Ou alors vous disiez que traître Sardina vomi, vous ne le pensez pas. Vous disiez ça pour m'énerver. Vous avez vu comment ça m'a énervé, non? Vous avez dit ça à Modestine, non? Modestine, traître Sardina vomi. Elle allait épouser un Sardina. Direct, paf, allez mourir. Vos méthodes ne marchent pas. Vous faites ça les premiers, vous chialez les conséquences. Vous faites ça, vous chialez les conséquences derrière. Je ne veux pas être vulgaire dans ce direct. Les gens qui viennent dire tu te prends pourquoi pour insulter les Bams. Je t'aurais dit je te prends pour le... Mais bon, on est dans un direct où je suis altéré et effondré par la mort d'un être humain. Donc je vais éviter d'être vulgaire. Je vais éviter d'être vulgaire. Mais vous voyez que c'est les mêmes gens en fait. Hein. Voilà, c'est Daniel Djumbi, un Bamileke. Ils l'ont tué d'une manière ou d'une autre. Voilà, tranquille. Tranquille. Voilà Charlotte Thérèse Mébé à Tangana. Françoise Foning est décédée de suite d'un accident sur les routes du Cameroun. Si elle avait été Maître Ndoki, on aurait dû expliquer que c'est Paul Biya qui l'a tué, non? C'est comme ça qu'ils sont. C'est leur travail. Quand on est de l'opposition au Cameroun, on ne doit pas d'ailleurs. Quand vous êtes opposant au Cameroun, vous êtes immortel. Vous êtes par définition immortel, si bien que votre mort ne peut être que la résultante d'une action directe ou indirecte de Paul Biya. Voilà. C'est tout. Donc, je pense que... Moi, je vais vous dire une chose, en fait. Quelqu'un me soufflait là, ce matin, que même le directeur de l'hôpital gynéco-obstétricienne à Paris, au Cameroun, vient se soigner à Paris quand il est malade. Et ça m'a rappelé une blague que m'a raconté un ami. J'ai rencontré le week-end dernier un ami qui est professeur dans les universités des États-Unis. Il est plus jeune de quelques mois par rapport à moi, mais il est full professeur aujourd'hui. Hein. C'est un full professeur convaincu. Donc, comme vous êtes habitué de dire qu'un Ghana est full professeur, un Ghana a attendu combien? Lui, il est full professeur dans 4 universités aux États-Unis. Arizona, Washington, Massachusetts et je crois l'Alaska. Donc, il est full professeur là-bas. Et il me racontait une blague. C'est l'histoire d'un avion qui s'apprête à décoller dans un pays. Donc, tout le monde a pris place à bord de l'avion. Donc, tout le monde a pris place à bord de l'avion. L'hôtesse annonce que voilà, vous venez de prendre place dans un avion qui va effectuer son vol inaugural. Et l'avion a la particularité d'être un avion entièrement fabriqué par des ingénieurs locaux. Je répète, l'avion a la particularité d'être entièrement fabriqué par des ingénieurs locaux. Et là, il y a un monsieur qui se lève qui dit, finalement, monsieur, madame, je décide d'annuler mon voyage, je ne veux plus voyager. La dame lui dit, mais, ok, comment ça tu veux plus voyager? Il dit non, vous venez de dire que l'avion a été fabriqué par les ingénieurs locaux, c'est ça? Il me dit oui, bah écoutez, je suis le doyen de la faculté d'ingénierie, je sais ce que je forme les gars. Il est sorti de l'avion. Voilà. C'est pour dire en fait que, quand vous avez le patron du CUS lui-même qui vient se soigner en France, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Je vous dis là encore, il ne s'agit pas de sardinat et de tontinard. Tout le monde au Cameroun décède d'erreurs médicales. Mon papa était sardinard. Hein. Mon papa était sardinard. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mon papa n'était pas opposant. Hein. Ne croyez pas que c'est une histoire d'hérédité. Mon papa travaillait pour les Kenen Donfak. Mon papa a battu campagne les Kenen Donfak en 2004 pour que Paul Biya gagne. Mon papa était dans l'équipe de campagne de les Kenen Donfak pour battre campagne pour que Paul Biya gagne. Donc mon papa est décédé quelques jours après l'investiture de Paul Biya. Mon papa est décédé le 12 novembre 2004. Et je crois savoir que l'investiture de Paul Biya, c'était le 7 novembre 2004, un truc dans le genre. Donc, mon papa a battu campagne et il est mort quelques jours après l'investiture de Paul Biya. Mon papa était un sardinard. Oui, par définition, il était un sardinard. Puisque mon papa battait campagne avec les Kenen Donfak, là, le connard qui était au ministère, le connard qui était au conseil constitutionnel. Là, oui, c'est un connard pour moi, oui, bien sûr, c'est un connard. Bref, donc mon papa a battu pour lui, auprès de lui. Voilà. Mais mon papa est décédé quelques jours après qu'on investit l'investiture de Paul Biya. Paul Biya, allez regarder, Paul Biya a été investi quand en 2004. Je crois le 7 novembre, un truc comme ça. Mon papa est mort le 12 novembre. Mon papa est mort le 12 novembre. Moi, je l'ai appris que le 13 novembre. Mon papa, la même année, en allant à un deuil, avec la femme d'un ministre, du ministre de l'époque qui s'appelait Adrien Kwambo, je crois.
Mon papa voyageait 4 personnes dans une voiture. Il a eu un accident à Bebda. Il était dans le coma pendant plus de 4 jours. En mai ou avril 2004. Et je rappelle, on me l'a caché. Hein. Moi, j'ai appris ça comme ça par hasard. À chaque fois que ce soit l'accident de mon père, que ce soit la mort de mon père, je l'ai appris de façon violente. De la façon dont je ne vous souhaite pas. Mon papa, je m'en vais à Douala passer un concours. Je vais le concours qui m'a fait venir en France. Je suis allé passer ce concours-là. Et j'avais un portable, bien sûr. Un vieux portable, un parpaing, à l'époque d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr que ce portable affichait l'heure. Ben ça, c'est juste pour planter le décor. J'étais avec ma copine. On était allé à Douala composer. Puisque vous savez, je vis à Yaoundé, j'étais en Guaykele. Le concours intégré en France s'organise à Douala, à Lokpon. Donc nous sommes allés composer ce concours avec mon ami de l'époque, mon meilleur ami de l'époque, Clotaire, camarade de classe de Fumbo, puis en fac. Et donc, on est parti composer le concours ensemble. Et donc, j'étais avec ma copine qui faisait physique, donc qui était aussi venue composer le même concours. Elle habitait à Bonamou Sadi. Moi, j'habitais à Bepanda chez mon oncle. Et donc, comme elle n'avait pas de portable, parce que son père lui avait refusé son portable, je lui avais donné mon portable pour pouvoir la joindre facilement. Elle pouvait me joindre chez moi par ma tante. Elle pouvait me joindre avec Clotaire, mon ami qui avait un portable. On était quasiment ensemble. Soit j'étais avec Clotaire, soit j'étais avec ma tante. Parfois, il y a un malheur qui vous arrive. Vous croyez que c'est un malheur, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Vous allez comprendre pourquoi. Un jour, j'ai rendez-vous avec elle à Makepe, rond-point petit pays là, parce que on a quelqu'un de notre famille qui habite juste chez l'ancienne maison ou la nouvelle maison, j'en sais rien. L'ancienne maison de petit pays qui était là-bas. Donc c'était pile poil derrière chez eux. Donc on était allé passer la journée là-bas. On a un rendez-vous avec la fille. La fille s'appelait Lorraine. On a un rendez-vous avec Lorraine là-bas. Donc on appelle Lorraine, on dit on est à Makepe. Lorraine nous dit j'arrive. Elle prend le taxi. Waouh, on attend 1 heure, on la voit pas. On rentre sur elle. Après, elle arrive seulement à pied. Sans son sac à main, sans rien. On l'avait dépouillée dans un taxi. Donc, on lui avait pris mon portable que je lui avais donné pour pouvoir la joindre. On l'avait dépouillée dans la voiture. Elle a pris un taxi, on l'a dépouillée complètement. On a piqué le portable. Ce qui fait donc que elle n'est plus joignable, je ne suis plus joignable. Je devais composer le concours le lendemain. Mon papa a fait l'accident le même jour qu'on a volé le téléphone de Lorraine. Et heureusement qu'on avait volé le téléphone. Parce que quand mon père a eu l'accident, on n'a pas pu m'informer. Parce que si on m'avait informé, ça m'aurait déconcentré pour le concours que je suis allé faire. Quand imagine, on m'appelait, on me disait, ton papa a eu un accident, il est dans le coma. Tu fais comment? Vous croyez que j'allais bien composer? J'allais jouer ce concours, je ne serais jamais en France aujourd'hui si on n'avait pas volé ce portable. Oui, on a volé le portable de Lorraine. Et je me souviens le soir là, le jour où il y a l'accident. Je suis à la maison avec mon oncle. On est en train de regarder un match de Champions League. Je me souviens bien de ce match. C'était mes 2 équipes qui jouaient. Parce que de 2003, la saison 2003-2004, j'étais Monaco à fond et j'étais Chelsea à fond. Donc c'était mes 2 équipes. Coup de bol, manque de peau, les 2 équipes se croisent en demi-finale. Et je crois d'ailleurs qu'au moment où vraisemblablement on appelle mon oncle pour lui dire que mon papa a eu un accident, il est dans le coma. On vient de marquer contre Monaco parce que bon voilà, les 2 équipes sont arrivées en demi-finale. Vous savez que moi, ma passion pour la France, ça n'a pas attendu que j'arrive en France. Je suis passionné par la France. Donc, demi-finale, j'ai choisi de supporter Monaco. C'est donc là que Gronkier, je crois que le premier buteur, c'est Gronkier qui ouvre le score. Je me rappelle de ce nom parce que cette soirée m'a marqué. C'est Gronkier qui ouvre le score face à Monaco. Par un coup franc là qui rentre bizarrement là. On appelle donc mon oncle. Il est au salon à nous, hein. Il répond comme ça là. Il répond, il dit ah! Donc on est tous là comme ça, on regarde, on attend. Il parle, il dit ok, ok, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute. Ok, d'accord, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute. D'accord, ok. Il raccroche le téléphone. Il continue à regarder le match avec nous. Bah, nous on est là comme ça, comme tout penaud. Genre, mais tonton, c'est quoi? Sa femme lui demande. Vous connaissez les partis autoritaires Bamileke là, non? Sa femme lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, c'est rien.
Énervé, hein. Il ne dit rien. Il se tait. Donc, moi, je finis mon match. Après, je m'en ai dormi. Moi, je ne suis pas joignable. Donc, on ne peut pas m'appeler pour me dire. C'est donc après, sans doute vraisemblablement, qu'il a informé sa femme. Donc, je suis à la maison avec des gens comme ça déjà depuis 4 jours. Mon papa est à Yaoundé dans le coma. Tout le monde le sait. Sauf moi. Et heureusement, parce que j'avais un oral à passer par rapport à mon concours. Je devais soutenir mon oral, c'était sur les transformations de Laplace. L'utilité des transformations de Laplace dans la résolution des équations aux dérivées partielles et des équations différentielles, quoi. Voilà. C'était ça, mon exposé que j'avais à faire. C'est ça que j'avais choisi d'exposer. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux, les transformations de Laplace, pour ceux qui ont fait les mathématiques. Donc, c'était ça mon exposé. Donc, je regarde, donc, on ne me dit pas. Jusqu'au 5e jour, tout le monde essaie de me joindre à Yaoundé. Comme on n'avait pas de portable, ils ont finalement l'idée enfin d'appeler Clotaire. Donc ils appellent Clotaire pour informer Clotaire. Attends, tu avais Serge? Non, mais on essaie de joindre Serge depuis ça. Clotaire lui dit non, on a volé son téléphone à Sanga-Lorraine. Donc il n'a plus de téléphone. C'est là qu'on informe Clotaire. Et Clotaire qui sait comment me joindre. Parce que soit je suis avec lui, soit je suis chez moi avec ma tante. Donc Clotaire appelle ma tante. Il demande à ma tante de me passer au téléphone. C'est là qu'il m'appelle et me dit, tu as eu les nouvelles de Yaoundé depuis Serge? J'ai dit non, je n'ai pas eu de nouvelles de Yaoundé, mais a priori tout va bien. C'est là on dit à Clotaire que non, ça va pas si bien que ça mon gars, parce que ton papa a fait un accident récemment là, en allant à un deuil avec la femme d'un ministre, Adrien Kwambo je crois. Et il est dans le coma depuis. J'ai les pieds qui tremblaient comme ça là. Mes pieds ont commencé à trembler de ouf. Mes pieds ont commencé à trembler de ouf. Merde. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai dit que parfois, un malheur t'arrive, tu crois que c'est un malheur. Ce téléphone qu'on a volé à ma copine m'a protégé parce que je vous dis, j'aurais appris un seul instant que mon papa est dans le coma. J'aurais mal composé, évidemment que j'aurais mal composé. J'aurais pas bien composé. Ce téléphone volé m'a protégé parce que je n'ai eu l'information qu'après. Et non pas avant. Si j'ai l'information avant, sachant toute ma vie aujourd'hui, je n'aurais pas passé ce concours, je ne serais jamais en France. Donc ce téléphone volé à Lorraine m'a sauvé. Et en me sauvant, a sauvé vraisemblablement toute ma famille. Mais je n'en veux pas à mon oncle Ngobiem. Oui, mon oncle a bien fait. Mon oncle a bien fait. Mais n'empêche quand même que c'est un traumatisme après coup. Voilà. Et c'est pareil qu'ils ont voulu me protéger pareil quand ma maman est décédée. Quand mon papa est décédé. Enfin bref. Donc je retourne, donc c'est là où alors que j'apprends la nouvelle. J'avais déjà fini de composer. Je rentre à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Mon papa était sorti du coma. Mais il ne parlait pas. Il ne parlait plus. Donc il était là pour parler, il écrivait. Il était sorti du coma mon père. Hein. Mais pour parler, il écrivait. J'arrive à l'hôpital. Mon papa c'est un Joe énergique. C'est-à-dire que quand on allait au champ avec lui, quand il nous gueulait qu'on était paresseux, il montrait l'exemple. Il prenait la machette. Mon papa est. Et là encore, donc je dis encore que, voilà, je vois qu'il y a des gens qui ont signalé le direct, hein, donc il faut protéger le direct. J'arrive bientôt au boulot, de toute façon, j'arrive au boulot d'ici 5 minutes. Donc j'arrive dans l'hôpital, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vois mon papa dans un état, mais un état... personne ne souhaite. Quand tu as eu un papa qui était fort et énergique, tu ne veux pas le voir dans cette position-là. Mon papa était presque comme un légume, il n'arrivait pas à parler. Et donc, il essaie de bafouer 2-3 phrases là, genre pour me dire, tu as reçu le concours, un truc comme ça. Mais il n'arrive pas à faire sa phrase. Pardon? Il n'arrive pas à faire sa phrase. Et donc, comme il écrivait seulement, il prend le papier, il écrit. Et c'est donc là qu'il écrit, Serge, je suis fier de toi. Mais quand mon pâté écrit Serge, je suis fier de toi. J'ai dit non, il est mort. Il dit mon pâté d'ailleurs. Mon pâté pour qui te félicite. Mais pourquoi mon pâté ouvre sa bouche comme ça là? Pour te féliciter. C'était la croix et la bannière. Je vous parle là d'un type qui partait. C'est lui, vous savez qu'à Fumbot, c'est ton pâté qui récupère tes relevés. C'est mon pâté qui a récupéré mon relevé du probatoire. Le gars qui a récupéré mon relevé du probatoire. Plus de 13 de moyenne, hein, presque 14, je suis passé à ça de la mention bien. Il va récupérer mon relevé du probatoire. Il me donne comme ça là, tiens. Voilà. Il s'en va. Je prends le relevé, je vois, je rentre à la maison.
Mon pater, il me dit rien. Bon, il m'a dit félicitations quand j'ai passé au probateur, puis c'est tout, quoi. Il m'a dit félicitations, c'est bon. Il me dit rien. Je dis, attends, quand même, je suis parmi les premiers du centre, quoi. Il me dit rien, comme ça. Il dit rien. C'est pareil, moi, quand je win le bac, mention, hein. Donc, j'appelle le pater, il me dit, c'est bien. C'est fini. Il me dit plus rien derrière. C'est bien, c'est fini. Et donc, le pater ne m'a jamais dit, avec tout ce que j'ai fait là, j'arrive à Ngouaikele, je passe la première année pour la deuxième année. On sait que Ngouaikele, c'est le choc. Je win jusqu'en deuxième année. Après la deuxième année, je module pour la troisième. Mon pater, quand je colle pour dire je vais en troisième année, me dit, ah, tu vas faire licence année. Je me dis, c'est bien. Mon pater ne m'a jamais dit que je suis fier de toi. Et le dé là, mon pater m'écrit, je suis fier de toi, fiston. Je me dis, non, il est mort. Ah, j'ai dit, mon pater, non, il est daï. Il est daï. On a perdu mon père. Il est mort. Il est mort. Il va daï. Je me mets à pleurer tous les larmes de mon corps. Et là, il faut prendre une décision. Les médecins, les oncles de la famille sont arrivés du village. Les médecins disent, écoutez, on a fait tous les tests médicaux à ce monsieur, on ne sait pas ce qu'il a, on ne comprend pas pourquoi il parle. Normalement, il est censé être en bonne santé. Donc, on ne comprend pas. Et vous savez que nous, on est au Cameroun, il faut essayer la médecine traditionnelle. C'est le médecin de l'hôpital qui nous conseille ça. Hôpital de Ngousso, hein. C'est l'hôpital de Ngousso là-bas. Hôpital général ou je ne sais pas trop quoi. Ou hôpital gynéco, j'en sais rien, mais un hôpital quelque part là-bas, en Ngousso. C'est le médecin qui conseille qu'il faut un peu aller chercher côté traditionnel. Mais ce n'est pas nous qui pouvons prendre la décision. Donc mes oncles qui sont plutôt forcés, ancrés dans les traditions, sont d'accord. Oui, oui, on va faire ça. Mais on leur dit, mais vous ne pouvez pas décider. C'est un ayant droit qui doit décider qu'on sorte ce monsieur de l'hôpital. En gros, c'est un ayant droit. Donc on appelle ma mater. Bon, vous savez que ma mater est très facilement manipulable, aussi ancrée dans les traditions. Bon, ma mater est tout à fait d'accord. Mais on dit non. Un ayant droit, ce n'est pas sa femme. C'est un de ses enfants qui doit signer qui sort. Tout le monde vient me voir. On me dit, voilà Serge, le médecin dit que ton pater, on ne peut pas le soigner ici. Par contre, on peut le soigner à la traditionnelle. On ne peut pas le soigner traditionnellement dans un hôpital. Donc, il faut qu'il sorte de l'hôpital. Et nous, on ne peut pas décider, c'est toi qui dois décider, Serge. Je me retrouve comme ça à 22 ans. Je dois décider. Je dois décider. On sort mon père, et si Goda est au quartier, j'ai approuvé qu'il sorte de l'hôpital où il avait quand même un peu plus de chances de s'en sortir pour qu'il aille mourir. Et s'il meurt à l'hôpital, ça veut dire que si j'avais décidé, il aurait peut-être survécu au quartier. Je me retrouve donc face à ce choix cornélien à 22 ans. À l'époque, j'ai que 5 frères et sœurs connus. Aujourd'hui, j'ai 2 demi-sœurs qu'on a découvert après. Mais à l'époque, j'ai que 5 frères et sœurs. Je dois prendre cette décision pour Platini, pour Maître Corbeau, pour tout le monde. C'est notre père à nous. Et je dois prendre cette décision. Et les gens m'expliquent. Je prends les avis, je prends les trucs médicaux. Je dis, attendez, je demande aux gens de ne pas mettre la pression. Je demande aux gens de ne pas mettre la pression. Je dis, je vais voir les trucs médicaux. Je vais vérifier que les médecins disent que médicalement, il va bien. Donc, je regarde tout, je regarde tout. Je m'arrête dans le bureau du médecin. Au départ, ils sont toujours hautains parce qu'ils n'ont pas l'habitude des enfants objectifs qui cherchent la vérité, quoi. Donc, je m'arrête dans son bureau pour dire, quelle est la fiabilité de ces résultats? Il me dit, ces résultats sont fiables. C'est des appareils nouvellement acquis, blablabla, blablabla. On a tout fait. Ça avait été financé par le ministre Lekenen Donfak que je traite de connard par ailleurs. Donc, ça reste quand même un connard parce que mon papa est mort parce qu'il travaillait pour ce connard-là. Et d'ailleurs, pour rien au final. Donc, tout ça a été financé par lui. Et donc, on m'a dit, c'est tout ce qui est nouvellement acquis. Donc, je vous garantis, votre papa, médicalement, il n'a rien. C'est donc là que j'autorise la sortie de mon père de l'hôpital. Il va rester chez mon oncle qui était à l'Omnisport en face du stade là-bas. Et on ramène un gars du village. Le gars du village dit, oui, bon, vous inquiétez pas, votre papa n'a rien. Il est juste allé quelque part, je vais le ramener. Donc, on laisse mon pater comme ça. Un matin, je suis là en train de nettoyer mon pater, tous les matins, on le sortait, on le mettait à la véranda de chez mon oncle là. Vous savez que quand vous êtes chez le tonton, pour être bien vu, vous faites quelques tâches ménagères, quoi. Donc, mon papa était assis à la véranda. Un matin, j'étais en train de nettoyer la voiture de mon tonton, qui est décédé aujourd'hui. Il s'appelait Étienne Kinfak. Il était délégué médical à Yaoundé. C'est aussi un de mes tontons. Il est décédé aujourd'hui, père à son âme. Donc, je suis en train de nettoyer la voiture de mon tonton. Et comme mon papa, c'est quelqu'un il déteste l'à peu près. Vous dites que moi, il déteste l'à peu près. Mon frère, je suis sorti de son école. Il déteste l'à peu près, mon père. Donc, je suis en train de nettoyer la voiture. Il voit que j'ai oublié une tache sur une roue là. Il me dit, Serge, la roue arrière là, il y a encore des taches dessus. Donc, je me lève machinalement pour aller nettoyer la roue arrière. Puis, je dis, mais attends, il y a un problème là. Qui vient de me parler là? Ah, c'est mon père qui m'a parlé. Papa, il parle. Il parle, papa. Et là, je prends le téléphone, paf, il appelle tout le monde. Il commence à appeler. Allô, c'est Vincent. On dit, il parle, tout le monde parle. Donc, c'était comme si mon papa renaissait, quoi. C'est comme ça, en fait, que mon papa,
tout le monde, il commence à appeler tout le monde. Hein, pour dire, allô, c'est Vincent. On dit, c'est Vincent, c'est toi. Personne ne croyait plus qu'il allait reparler mon père. Plus personne n'y croyait. Et c'est comme ça que mon papa appelle les gens pour dire, il reparle. Et c'est comme ça qu'il guérit progressivement. Mais il est quand même mort dans la même année. Hein, puisqu'il est mort en 2004. Cet accident a eu lieu, comme je vous disais tantôt, quelque part entre mars et avril 2004. Et mon papa est finalement décédé quand même la même année à l'hôpital. On ne sait pas de quoi. On s'apprêtait à lui faire une transfusion sanguine. On était parti même à Bonamou, ça a dit chercher mes camarades de classe qui avaient coopéré. Et c'est souvent l'occasion de rappeler ici un camarade de classe dont j'ai perdu les nouvelles depuis, qui est devenu professeur parce que j'ai cherché sur internet. Mbala Ebogo, Godlib Marie. Il s'appelle Mbala Ebogo, Godlib Marie. On faisait mathématiques en Guayaquil ensemble. Je crois qu'il est professeur. Il fait partie de ceux qui sont allés donner du sang pour qu'on essaie de sauver mon père. Je l'ai appris, j'étais en France. Parce que mon papa est décédé, je n'ai pas pu aller aux obsèques. Je venais d'arriver, comme je vous ai dit, je suis arrivé avec 500 colos. J'allais trouver le pied ou pas l'odeille. Donc je suis resté moi en France. Donc il fait partie de ceux qui ont donné du sang pour essayer de sauver mon père. Et j'ai perdu ces nouvelles depuis, parce qu'on n'avait pas encore les moyens de garder le contact. Donc si vous avez les nouvelles de Mbala Ebogo, Godlieb Marie, je sais qu'il est professeur en informatique, je crois. Dites-lui qu'il y a un certain Serge Anango qui pense encore à lui et qui se rappelle de nos années en Guayaquil. Voilà. Donc c'est mon du pote, il habitait quelque part là-bas vers Efoulan. Donc si vous avez de ces nouvelles, bah, n'hésitez pas, hein, vous le demandez de contacter sa civile. Voilà. Donc il fait partie de ceux qui ont donné du sang pour essayer de sauver mon père. Malheureusement, la transfusion sanguine n'a pas pu avoir lieu, mon papa étant décédé avant. Et quand mon papa décède, on ne m'informe pas tout de suite. On décide de me cacher. Je ne sais pas pourquoi on me le cache. Donc mon papa décède le 12 novembre. Et je l'apprends le samedi 13 novembre. Parce que j'étais allé à Carrefour acheter une télé. Je venais d'arriver en France. J'avais quand même fait un mois sans télé. Donc puis un matin, je suis allé à Carrefour acheter une télé. Je suis rentré chez moi. Il n'y avait pas les piles dans la télécommande. Je go dans chez un ami qui a les piles dans la télécommande. Et comme il avait Internet et un ordinateur portable, j'ai décidé de me connecter pour regarder ma messagerie. C'est là que je m'étais embrouillé quelques jours plus tôt avec ma copine en question, Lorraine. Je m'étais embrouillé avec elle. Celle dont on avait volé le téléphone à elle. Depuis que j'étais parti du Cameroun, on passait le temps à voir les faux PB. Donc je m'étais embrouillé avec elle. Elle m'a envoyé un message, genre, pour me dire, tu seras un homme, voilà, il y a des épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. J'ai rien compris à ce message parce que la consigne avait été donnée que personne ne m'informe de la mort de mon père. Donc elle me balançait comme ça, là, pour me préparer un choc. Je regarde son message et dis, bah dis donc, Aka. Donc ça n'a pas de façon de venir s'excuser là. J'ai lu le message. Puis je remonte. Je tombe sur le message d'un gars aujourd'hui qui est en Allemagne qui s'appelle... comment il s'appelle? Je sais qu'il s'appelle Dempo. C'était justement chez eux que je partais quand on a volé le téléphone à ma copine. C'était chez sa mère. Alors j'oublie son nom, son prénom. Hein. Eric Dempo, je crois. Hein. Donc son prénom, son Facebook, c'est Liot Gallardo, je crois. Donc voilà. C'est lui en fait qui m'apprend le décès de mon père. Parce qu'il ne sait pas que je ne sais pas. Donc il m'écrit, puisqu'il était à Douala, à Yaoundé, la consigne était claire. Personne n'informe Serge du décès de son père. La consigne était très claire. Et donc, à Douala, ils n'avaient pas la consigne. Donc, il m'écrit pour me dire condoléances, puisqu'il ne sait pas que je ne sais pas. J'apprends là, comme ça, par quelqu'un qui m'écrit par mail pour me dire condoléances, c'est avec tristesse. Mais je vois que avec tristesse, je pense à mon père, à mon grand-père, je pense à ma grand-mère maternelle. C'est là que non, on me dit ton père. Et quoi? Mon papa? Je prends le téléphone, j'appelle à Yaoundé, on me dit, mais non, c'est faux, Serge. J'appelle une tante qui s'appelle Tata Lydie, donc la femme de mon oncle Tonton Martin, le grand frère de mon oncle militaire qui est décédé l'année dernière en Ambazonie. Donc sa femme, je l'appelle, c'est la première que j'appelle. Elle me dit, non, je suis allé voir ton papa à l'hôpital hier, j'ai même ramené à manger, il a bien mangé. Elle me dit, je lui dis, mais tu l'as ramené quoi à manger? Elle me dit, non, je l'ai ramené le couscous manioc, il a très bien mangé ça c'est bien. Non, non, ton papa, il va bien. Bon. Je raccroche, je suis un peu rassuré. Après, j'ai dit, mais non, mon papa et moi, on avait une chose en commun. C'est qu'on détestait le couscous manioc et on détestait la sauce gombo. On ne mangeait pas ça à deux. Donc, mon papa n'a pas pu manger la sauce gombo, le couscous manioc. Donc, elle me ment. C'est comme ça que je me dis, elle me ment. C'est l'histoire du couscous manioc là qui fait, je me dis, elle me ment. Donc, elle me ment. Mon papa n'a pas pu manger le couscous manioc. Mon papa... C'est comme moi, si on vous dit quelque part que j'ai mangé le couscous manioc, c'est qu'on vous mange. Je déteste ce truc-là. Je n'ai pas attendu d'être en France. Quand ma mère préparait ça, elle préparait autre chose pour mon pâté et moi. Donc, quand elle me dit que ton papa a mangé le couscous manioc et il a aimé, je sais que mon papa et moi, on a en commun qu'on déteste le couscous manioc et la sauce gombo. J'ai dit non. Donc, au départ, j'ai raccroché, j'étais tranquille.
J'avais un ami qui était en train de griller un poulet, là, je m'assois, j'ai dit, mais Eric ne m'a pas écrit pour dire qu'il s'est trompé. Lorraine ne m'a pas écrit pour dire qu'elle s'est trompée, parce que le message de Lorraine, subitement, me préparait un choc. Je dis, il y a anguille sur roche. Il y a Eric qui ne m'écrit pas pour dire qu'il s'est trompé. Il y a Lorraine qui ne me dit pas qu'elle s'est trompée. Et il y a l'histoire du couscous manioc. Ça ne tient pas, le couscous manioc. L'onkunkum. Ça ne tient pas. Mon papa, il ne mange pas un kunkum. Donc, je dis, OK. Je m'en vais. J'appelle tous ceux qui sont à Yaoundé. Personne ne prend l'appel. Je tombe même sur un autre tonton qui s'appelle Dufer. Donc, le petit frère de mon oncle, tonton Martin, là, qui, je crois, d'ailleurs, est connecté dans ce direct. Son petit frère, toujours. Donc, le grand frère direct de mon oncle qui est décédé l'année dernière, tué, malheureusement pour rien, en Ambazonie. Donc, je l'appelle lui. Donc, lui tombe dans le piège de décroche le téléphone parce que les autres, comme ils voyaient la France, moi, j'appelais d'une cabine France Télécom, là. Vous savez, les cabines France Télécom qu'on trouve partout. Donc, quand tu appelles, ça affiche ton numéro. Donc, forcément, les gars de Yaoundé, quand ils voyaient le téléphone, quand ils voyaient plus 33, ils savaient que c'est la France, ils ne prenaient pas. Donc, il est le seul qui tombe dans le piège, il prend. Quand il voit que c'est Serge, boum, la communication est rappelée. Bon, je vous dis en fait qu'au final, je n'ai pas pu joindre, je n'arrivais pas à joindre ma mère. Hein. Je n'arrivais pas à joindre ma mère. Platini n'avait pas encore de portable, puisque Platini était encore au Cameroun. Il n'avait pas encore de portable. Je n'arrivais pas à joindre ma mère. Je ne pouvais pas joindre quelqu'un d'autre. Donc, j'arrive à joindre personne à Yaoundé. Tout le monde à Yaoundé. Je dis, putain, mais c'est comment ça se fait que personne ne me prend l'appel? Je voulais juste qu'une deuxième personne me confirme que mon papa est vivant. C'est là que j'ai l'idée d'appeler à Douala. Je tombe dans sur mon tonton, le fameux tonton qui était avec moi, qui a appris l'accident de mon père quand j'ai regardé le match. Père Jean. Donc, je l'appelle lui. Lui, il prend le téléphone. Il veut d'abord me dire, donc je fais à l'envers, je bluffe. Je dis, mais Père Jean, j'ai appris que mon papa est décédé, mais je ne comprends pas comment ça se fait que ça a été aussi rapide. Alors là, normalement, il doit me dire, mais Serge, qui t'a raconté une telle connerie? Ton papa est vivant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais qui t'a sorti ça? Ton papa est vivant, j'ai eu ta mère ce soir, il va bien. Et cela, Père Jean reste calme. Il ne dit rien. Puis il me dit, tu sais, mon fils, t'inquiète pas, nous sommes désormais là. Je dis, putain, mon papa est mort. C'est comme ça que j'apprends le décès de mon père. Mon papa m'a envoyé en France, il n'a même pas bu une bière. Ça faisait 2 mois, j'étais encore là en train de me chercher sur comment je vais faire pour gagner les doux. J'étais encore là, j'avais... Mais mon papa d'aille. J'apprends que mon papa est d'aille comme ça. Voilà. C'est pour vous dire en fait que... Au Cameroun, tout le monde peut... plus tard après, il s'avère que ça pouvait être une erreur médicale ou des choses comme ça. Bon, bref. C'est pareil pour ma mère. Si je vous raconte aussi pour ma mère, j'ai pas le temps, je suis arrivé au boulot, il faut que j'aille travailler. Voilà. Donc, vous avez eu la chance, il y a tellement de bouchons. Du coup, j'ai pu faire un direct de 1h30. Si je vous raconte aussi pour ma mère, ça fera l'objet d'un autre cas. Mais tout ça pour vous dire pourquoi je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me mettre à accuser n'importe qui, n'importe comment sur les erreurs médicales. Parce que mon papa et ma maman sont morts de 2 choses qui auraient pu être évitées dans un pays où le personnel médical est efficace. Je vois les gens qui disent qu'il y a aussi des erreurs médicales en France. Certes, c'est vrai, puisque c'est des humains. Le problème, c'est que la France s'est dotée des moyens pour limiter ce genre d'erreur et qu'à la moindre erreur, il y a une enquête sérieuse derrière qui conduit à une forte indemnisation de la part de l'hôpital envers la famille. Donc, comme ça coûte tellement cher une erreur médicale en France, les médecins ne prennent pas, les directeurs d'hôpitaux qui sont des chefs d'entreprise ne prennent pas n'importe qui dans leur service. Une erreur médicale pour un hôpital, ça coûte très cher. C'est pour ça que c'est très limité, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Et ça fait l'objet d'une enquête. Au Cameroun, c'est banal une erreur médicale. Parfois même, il y a une erreur médicale, tu dois même encore payer le reste de la facture pour prendre le corps de ta famille. Sois sérieux. Qu'est-ce que c'est que ce système? Qu'est-ce que c'est que ce système, les gars? Voilà. Il y a un système qui va mal, qui sanctionne à la fois Sardina et Tontina. Donc je dis ce matin, nous sommes tous Camerounais, nous sommes tous des êtres humains. Un des compatriotes est mort dans une situation qui aurait pu changer, où il ne méritait pas de mourir. Il est mort alors qu'il ne méritait pas de mourir. Il est mort alors qu'il était jeune. Il est mort alors qu'il n'était pas malade. Il est mort parce qu'il a fait confiance à l'hôpital. Il est mort pour rien. Voilà le système qu'on a. C'est un système de médiocres. C'est pour ça qu'on le combat. C'est un système de médiocre. À sa tête, un médiocre, bien sûr. Je ne suis pas en train de faire sa promotion. Il a à sa tête un médiocre. Ce système nous frappe tous. C'est pour dire que même les Sardinas doivent être concernés par cela. Même les Sardinas doivent être concernés par cela. Il n'y a pas matière à polémiquer, les gars. C'est un système impitoyable. Riche ou pauvre, vous êtes sujet à la même mort. C'est la raison pour laquelle quand je vois les gens dire que je suis Sardina aujourd'hui parce que je veux rentrer au Cameroun, vous me faites bien rigoler.
Si je veux travailler pour le système BIA, aujourd'hui, je travaille pour le système BIA. Mais je ne vais pas travailler dans un pays. Eux, quand ils travaillent là-bas, quand ils sont malades, ils viennent se soigner ici. Vous croyez que je vais porter mes enfants à mener au Cameroun? Ici, même quand tu es sans papier, Max, là, il s'écroule, crise cardiaque, même s'il faut l'héliporter, on va le faire gratuitement. Je vous dis, Max, il est sans papier, il ne cotise rien dans ce pays. Mais même s'il tombe malade là, il tombe là, crise cardiaque, et qu'il faut l'héliporter pour le sauver, il va être héliporté. On ne va pas regarder qu'il a les papiers, qu'il est noir, qu'il est ceci. C'est ce système-là qu'on veut pour le Cameroun. C'est ce genre de réforme qu'on veut. On ne veut plus un système où les riches peuvent venir se soigner en France et les pauvres non. Si je vais au Cameroun, je serai un privilégié parce que je gagnerai assez pour pouvoir venir me soigner en France. Mais encore, il faudrait que j'ai le temps de venir me soigner. Regardez Maître Swap. Si on avait demandé à Maître Swap en sortie dans son accident, tu vas à Yaoundé, tu meurs, ou tu vas en France, tu vis. Il serait venu en France parce qu'il en avait les moyens. Mais il ne savait pas qu'il allait mourir. Il ne savait pas qu'à l'hôpital, on allait faire comme ça. Et il est mort. Et il est mort. Parce qu'il a cru qu'il n'avait rien de grave. Il a cru à un médecin qui lui a dit, tu n'as rien de grave, tu as juste le bras cassé. Il a cru à quelqu'un qui lui a dit, bon, pour un bras cassé, on doit te mettre une anesthésie générale. Il a cru à tous ces gens-là. Il a dit, ça ne sert à rien d'aller en France. Il en avait les moyens. Il en avait les moyens. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a cru. Donc, pour dire que personne n'est en sécurité, même quand vous avez l'argent, vous pouvez avoir un ongle là qui vous fait mal, vous arrivez à l'hôpital. Cet ongle-là, parce qu'on veut vous soigner, on vous empoisonne et vous mourrez. On est dans un système qui n'est pas sûr. Ce matin, je suis Serge Anangou, le Camerounais. Je ne suis pas Serge Anangou, le soir vomi, le soir sardina, machin budget. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, tu as un mental d'acier. Oui. Quand mon papa est décédé, il m'a laissé avec 5 frères et sœurs qui étaient au Cameroun. C'est pour ça que je ne pouvais pas échouer en France. Mon échec, je n'aurais pas été le seul à subir les conséquences. J'avais bâti mon argumentaire pour venir me chercher en France à mon père sur le fait que comme il va partir à la retraite bientôt, à 50 ans, mon papa est décédé, il avait 5 ans, il est décédé dans sa cinquantaine, hein. Il avait 50 ans. Il est décédé, il a pris sa retraite, il n'a même pas fait 1 an à la retraite, mon père, il est mort. Mon papa a pris sa retraite en 2004, en janvier 2004. Il n'a même pas fini en janvier 2004, il est mort. J'ai dit à mon papa que tu vas aller à la retraite, ton salaire va diminuer par 3. Qui va s'occuper des enfants s'ils sont malades? Si Stéphane est malade, Nelson est malade, ou Platini, on fait comment? Donc il faut que moi je parte. Et ce n'est pas ici qu'on va rester parce que je n'ai pas envie de dépenser 5 millions pour un concours pour sortir gagner 300 000 à la fin du mois ou alors attendre 6 ans avant d'avoir mon premier salaire. J'ai dit, plutôt que de payer un concours, je vais en France. En France, même étudiant, je suis opérationnel. Donc j'avais bâti mon argumentaire dessus pour dire qu'il faut que j'aille en France. Je suis arrivé en France, je n'avais pas droit à l'échec. Je n'avais pas droit à l'échec parce que si j'échouais, Platini aurait échoué. Si j'échouais, Maître Corbeau aurait échoué. Si j'échouais, Stéphane aurait échoué. Ils sont tous ingénieurs aujourd'hui. Ils sont tous ingénieurs. Donc, je n'avais pas droit à l'échec. L'option, l'échec n'était pas... Le succès n'était pas une option. C'était une obligation. Et c'est pour ça que, quelles que soient les difficultés que j'ai croisées en France, je n'avais pas le temps d'être aigri, d'être jaloux. J'étais là pour travailler, pour creuser mon sillon. De ce côté-là, oui, mon papa, au ciel, s'il était déjà fier de moi parce que j'avais réussi le concours, je pense que Jules est doublement fier de moi de ce que j'ai fait de la famille. Voilà. Donc oui, il faut un mental d'acier. Et moi, j'ai connu des épreuves bien plus difficiles que les conneries que vous essayez de me chatouiller sur Facebook avec. C'est pour ça que vous me faites rigoler quand vous croyez que vous pouvez me faire mal sur Facebook. Moi, j'ai commencé à m'occuper de ma mère et de mes frères. J'étais étudiant. J'envoyais 500 000 à chaque rentrée au Cameroun. Et j'envoyais 100 000 à ma mère tous les mois jusqu'à sa mort, étant étudiant. Je commence à travailler. Je dis à ma mère que la première année de boulot, là, c'est d'abord pour épurer mes petites dettes que j'ai laissées là. Et ensuite, je vais te gérer correctement. Je signe dans une entreprise. Ça vous dit, la vie est tellement injuste. Moi, je perds mon papa, je viens d'arriver en France. Donc, il y a un tournant dans ma vie. Quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, j'étais ingénieur d'études à Alstom, loin à Tarbes. J'avais des petites dettes que je devais rembourser, un peu à gauche, à droite. Parce que le gars a financé son école. Les 6 derniers mois, je n'ai pas pu gagner de l'argent. J'étais en stage et je n'étais pas bien payé. Donc, je commence à travailler. Mes 6 premiers mois de travail, c'est pour épurer mes dettes. Donc, j'envoie Tchoumbindi à la mater. Je dis à la mater que non. Donc, quand Megan naît, je démissionne de Charleston pour revenir sur Nantes. Et donc, je fais 1 mois là, 1 mois et demi pendant lesquels je suis au chômage. Je dis juste à la mater que non. Je trouve un boulot rapidement, mais on me dit que je dois commencer en août. Je trouve un boulot en juin. Ils me disent que non, tu commences en août. Putain, je vais perdre de l'argent. Bon, j'ai dit seulement à ma mater que... J'ai dit juste à ma mater que... On est en 2009, hein. Août 2009, parce que Megan est né en avril. Donc, j'ai dit seulement à la mater que non, j'ai commencé un boulot. J'étais responsable d'un département dans un bureau d'études à La Roche-sur-Yon, près de Nantes.
Je dis à ma tête que non, j'ai un boulot là maintenant qui va bien me payer et tout. T'inquiète, tu vas maintenant marcher au Cameroun, là, tu vas te vanter, quoi. Le premier boulot que je faisais là, c'était vraiment, je vivais encore comme un étudiant, il fallait que je règle les détails. Ça va vraiment être mon premier boulot avec un vrai salaire. Je commence le boulot le 31 août. Ma tête décède le 22 septembre. J'ai même pas eu un mois de salaire. Ma tête n'a même pas attendu que je touche mon premier mois de salaire. Ma tête décède le 22 septembre. 22 septembre. J'étais là, je passais le temps à dire à ma tête que, mais non, t'inquiète. Dès que je touche mon premier salaire là d'abord, oh, je vais te faire un truc machin. Ça allait être mon premier salaire où je ne suis pas à moins 1000 ou à moins 1500 dans mon compte. Ça allait être mon premier salaire où j'allais toucher comme ça 2300 € net qui allaient tomber dans mon compte. J'allais avoir 2300 € net comme ça qui allaient tomber dans mon compte. Donc je réfléchis à regarder comment j'allais gâter ma mater, gars. Ma mater me dit, j'ai dit non, t'inquiète de crédit, je vais t'envoyer même 40 000 de crédit par an, tu vas pouvoir transférer à qui tu veux. Même pas un mois. Ma mater est décédée le 22 septembre 2009. J'avais fait 2 mois de chômage parce que, comme je vous ai expliqué, j'avais fini Charleston en avril. J'ai fini fin avril. J'ai commencé à chercher au travail à Nantes début mai. J'ai trouvé le travail fin mai, début juin. Donc, j'ai trouvé le travail au bout d'un mois. Donc, c'est Pôle emploi qui me payait. Donc, j'étais sous Pôle emploi. Pôle emploi me payait combien? 1400 €. Donc, c'était pas grand-chose. Donc, c'était juste là, comme Megan venait de naître, on avait pris une nouvelle maison. Donc, il fallait aménager plein de choses, quoi. Il fallait faire plein de trucs à la maison. Donc, ouais, j'ai d'abord dépensé ça d'abord comme ça, là. Donc, je trouve au boulot fin mai, début juin, et je dois commencer fin août. Donc, 2 mois après. Donc, j'ai encore 2 mois à rester à la maison sous Pôle emploi, alors que j'ai déjà le travail. Donc, je dis à ma tête que non, ouais, quand je vais commencer, je dis à ma tête, ton fils va être responsable. Ton fils est responsable. Ma tête me disait tout le temps, mon fils, c'est vrai, elle était contente et tout. Et ton fils va être responsable. Je vais arriver dans un boulot comme ça, là. Les gens vont me dire, monsieur, c'est moi le boss. C'est ce que j'ai dit à ma tête. C'était mon deuxième boulot. Donc, j'étais excité. J'étais excité par le fait d'avoir un poste à responsabilité. Le petit, rappelez-vous, dites-vous bien que c'est un petit qui arrivait en France avec 500 colos dans la poche. Je suis arrivé avec 500 colos dans la poche. Et donc, c'était comme une sorte d'aboutissement. Et donc, pour moi, mon premier salaire, ça aurait été pour gâter ma mère. Mon premier salaire, c'était pour aller aux obsèques de ma mère. Voilà. Vous avez tout. Mon premier salaire, c'était pour aller aux obsèques de ma mère. Oui, il faut un mental d'acier pour survivre à tout ça, les gars. Il faut un mental d'acier. Et je l'ai, le mental d'acier. Si vous voyez que tous ces événements-là m'ont renforcé, ont augmenté ma détermination dans mes obligations familiales, ce n'est pas une bande de... Ce n'est pas une bande de voyous. Ce n'est pas une bande de voyous sur Internet qui allait me déstabiliser. Vous n'êtes pas né, vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis encore, on doit tous se poser la question. Quel est ce pays où on survit à un accident et on meurt à l'hôpital? On survit à un accident, on est en bonne santé, on est rassurant et on meurt à l'hôpital. Quel est ce pays-là? C'est ce pays-là que nous ne voulons plus. C'est pour ça que je combats. Quand moi je dis que je veux que le Cameroun change, c'est parce que j'ai les moyens, j'ai essayé de changer les choses déjà dans mon entourage. J'ai des actions accomplies. J'ai des actes à mon actif. Je veux que ça change. Je ne suis pas un de ceux qui n'a rien à vendre. Si je vous raconte mon histoire de la vie et tout, oui. On me dit d'écrire un livre, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir et écrire un livre. Si un jour il y a un nègre qui est chaud, il vient, il s'assoit, je lui parle de ma vie, il écrit le livre. S'il y a quelqu'un qui est volontaire pour ça, moi je n'ai pas envie de m'asseoir et écrire. J'ai pas envie de m'écrire. Les gars, moi je suis allé aux obsèques de ma mère parce que j'avais pas le choix. J'ai dit à Platini que si c'était toi l'aîné, tu y allais. Moi je ne voulais pas voir le corps de ma mère. Je n'ai jamais vu le corps de mon père. On m'a envoyé les photos, je n'ai jamais regardé. Je vous dis ici, vous me demandez à quoi sert, de quelle couleur était le cercueil de mon père, je ne sais pas vous dire. Je n'ai jamais voulu regarder. J'ai gardé l'image de mon papa, qui était cet homme qui avait porté sa tenue de policier des grands jours. Vous savez, la tenue de policier des grandes cérémonies, là, qui a souvent un fil blanc qui passe ici comme ça. C'est comme ça que mon papa m'a accompagné à l'aéroport. Il m'a accompagné jusqu'à ce que j'entre dans l'avion, parce que comme il était policier, il pouvait traverser. Il m'a accompagné jusqu'à ce que je rentre dans l'avion.
Et il m'a dit, Serge, mon papa c'est quelqu'un qui n'était pas très exigeant comme moi. Il m'a dit, Serge, tu as passé ton temps à insulter les Kéné, à dire que les Kéné non fac ne sert à rien. Mais regarde, tu es le premier vraiment à bénéficier de lui. En gros, mon papa a travaillé pour lui 2 ans, il n'a rien bénéficié. Bénéficier de lui parce que c'est lui qui a donné le billet d'avion. Hein. Oui, je vous ai dit que j'ai voyagé en première classe, non? Je vous dis souvent que j'ai voyagé en première classe. C'était le billet que les Kéné non fac donnaient, c'est un billet du ministère. C'est pas lui qui a donné ce ministère de la ville. Donc c'est le Cameroun qui a payé le billet d'avion. Et bien, il a pris, on a changé, on a mis mon nom. Mon père me disait ça comme ça. Donc, la dernière image que je garde de mon père, c'est mon père dans sa tenue de grande cérémonie, m'accompagnant à l'aéroport. C'est ça que je garde de mon papa. C'est l'image que je veux que ça reste. C'est pour ça que je n'ai jamais vu son cercueil, c'est pour ça que je n'ai jamais vu son corps. Je me souviens quand je partais du Cameroun, quand j'étais en train de monter l'escalier en Simalène, je me suis tourné, ma mère pleurait. Et je me suis posé la question, reverrai-je un jour mes parents vivants? Parce que le Cameroun est dangereux, on peut mourir à tout moment de n'importe quoi. Et j'ai été l'un des malchanceux qui n'a pas pu revoir ses parents vivants. Je suis retourné 5 ans après enterrer ma mère. J'avais l'argent tout le temps pour aller au Cameroun, mais je préfère envoyer l'argent que d'aller au Cameroun. Je préférais travailler l'été, je vais aller au Cameroun quand? Les vacances de Noël, je job. Les vacances de Pâques, je job. Les vacances d'été, je job. Les grandes vacances, je job. J'allais aller en vacances quand? Quand je work 2 semaines en intérim, j'ai 900 euros. 900 euros j'ai quand je work en intérim. Quand je work 2 mois pendant les vacances d'été, j'ai 3500 euros. Je vous dis, en intérim, j'étais payé 1700 euros. Hein? 1700 euros. C'est pourquoi je n'étais pas trop blasé par mon premier salaire d'ingénieur. La différence, c'était juste la régularité. Mon premier salaire d'ingénieur, c'était 2300 net. Hein. Entre 1700 et 2300. Donc, quand je bossais en intérim, je travaillais comme préparateur de commandes la nuit. Donc, quand il y avait vacances d'été, je jobais. Mon frère, je dois payer mon loyer, il faut que j'envoie l'argent au Cameroun. Vacances de Pâques, je job. Vacances de la Toussaint, je job. J'avais une agence d'intérim qui savait qu'elle pouvait compter sur moi, Samsic Intérim à Nantes, route de Saint-Luc-sur-Loire. Route de Saint-Luc, à Nantes. C'était mon agence intérim. Donc, j'étais presque comme un salarié là-bas. Dès que j'appelais M. Chikwan, il s'appelait M. Chikwan. J'ai gardé son nom parce que ce mec, il m'a vraiment sauvé la vie en France. Il me donnait le travail dès que j'en avais besoin. Dès que j'appelais M. Grégoire Chikwan. Grégoire Chikwan. J'appelais Grégoire Chikwan le vendredi. Je lui dis, bon, je suis disponible à partir de samedi. Il me dit, ok, samedi soir, j'avais une mission pour le week-end. J'allais venir au Cameroun quand? Quand je vois les gens qui disent tu vas aller au Cameroun, c'est qu'en fait, ils font comme si j'allais au Cameroun tout le temps. Je suis parti au Cameroun, ça fait 15 ans, j'y suis allé que 4 fois. 2009 pour enterrer ma mère, 2011, 2012, 2014 et 2016, 5 fois, autant pour moi. 5 fois. Voilà. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas affronter la mort de ceux que j'aime. Ma mère, je l'aimais tellement que je ne voulais pas voir son corps, je voulais garder l'image de ma mère vivante. Femme forte, handballeuse, qui a une détente de malade. C'est ça que je voulais garder de ma mère. Je ne voulais pas la voir allongée. C'est pour ça que j'ai dit à Platini que je suis obligé d'aller au Cameroun parce que je suis l'aîné. Si c'était toi l'aîné, je me partais par toi. Je restais moi ici. Je suis lâche face à la mort, je vous dis tout de suite. Hein. Je suis lâche. Je suis lâche. Moi, je ne suis pas sûr que si on me dit que Mégane est morte, je vais être pressé d'aller voir le corps de ma fille. Gars, c'est ma fille. Je connais Mégane énergique, basketteuse, casse-couille. Je vais voir ma fille comme ça là. Je ne suis pas prêt à affronter ça. Je ne suis pas prêt. Donc, si ce n'était pas que j'étais l'aîné, je n'allais pas au Cameroun. Donc, Platini, je lui ai dit que, gars, Platini m'a accompagné. J'ai dit à Platini que tu es bien gentil d'aller avec moi parce que si j'étais toi, si j'étais le deuxième, toi le premier, je ne partais pas. Je restais ici. Je ne suis pas allé au deuil de mon père, mais je ne suis pas traumatisé pour ça. Je garde l'image de mon père, qui est celle-là, que j'ai dans la tête. Voilà. Donc, la vie, ce sont ses épreuves. Oui, beaucoup de gens m'ont déjà dit que je peux écrire un livre. Mais moi, j'ai pas le temps de m'asseoir et rédiger un manuscrit. S'il y a un nègre qui est prêt, qui pense à peut être vendeur, il vient, je lui parle, je lui bavarde mon histoire, il écrit lui. Ou il enregistre, après il transcrit. Je suis chaud. Après, même s'il doit prendre 80% des revenus, c'est pas grave. Je veux plus partager l'expérience que gagner de l'argent. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a matière à s'inspirer de la vie des autres. Je pense qu'il y a matière à partager ses expériences. Et moi, je pense aujourd'hui aux enfants de Maître Swap qui vont apprendre brutalement le décès de leur papa, comme j'ai appris le décès de mon père. C'est injuste. C'est injuste. Quand ton père meurt d'une longue maladie, après que les gens ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient, tu dis, ok, on a essayé. Mais quand ton papa meurt brutalement comme ça, c'est difficile à accepter. C'est dur. C'est dur. J'ai de la peine pour Maître Swap. Je revois cet avocat brillant faire sa plaidoirie. Je le revois dans ces petites vidéos qu'on faisait souvent sur Internet, la question de droit, où il rappelait un certain nombre de principes de droit, où il faisait le droit pour tout le monde. Il venait l'expliquer.
Oui, sa mort aujourd'hui m'interpelle. Comme je vous ai dit, je suis un être humain, on est Camerounais, et face à la mort, on doit se poser des questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Je dois aller travailler. Bye bye.